Donc, je suis heureuse d'ouvrir ce premier forum avec Patricia Beglen, qui est donc conseillère pédagogique du département de la Moselle et qui a l'orientation des maternelles dans son travail Oui. au quotidien. Voilà, donc Patricia, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je crois que vous avez l'habitude de travailler avec le réseau, d'être en relation avec le réseau Bienvenue à la ferme. Oui, oui, dans mon département, on intervient, donc les services de la direction académique de l'éducation nationale interviennent dans le cadre de formation auprès du réseau École à la ferme, et puis on accompagne les fermes, on les forme, voilà, on donne quelques pistes pédagogiques, on donne quelques recommandations, quelques conseils. Bref, c'est un vrai travail d'accompagnement. École maternelle à la ferme. Donc, globalement, le sommaire de cette formation, de cette, voilà, de ce temps de formation, on va parler des projets avec les enseignements visés, les enfants, quelques aspects du développement de l'enfant, parce que lorsqu'on intervient ou on accueille des écoles maternelles et on intervient auprès du jeune public, il faut un petit peu connaître leurs spécificités, sinon on va vite être surpris, mais vous avez dû déjà vous y confrontés. Donc, il y a certaines spécificités et donc des gestes professionnels, on va dire, hein, professionnels, oui, très spécifiques lorsque l'on accueille de jeunes enfants. Une réflexion à conduire, mais que vous avez certainement déjà conduite, sur les activités, comment les organiser, et puis peut-être rappeler le scénario d'une journée type. Voilà. Alors le projet, on sait toujours que les sorties à la ferme, elles s'inscrivent dans un projet pédagogique qui permet de fédérer les apprentissages dans de nombreux domaines. Donc, la sortie à la ferme, c'est le point d'orgue, ou c'est le temps fort d'un grand projet pédagogique qui devrait normalement être mis en œuvre en amont, donc tout le travail de préparation de cette sortie. On commence à y associer des apprentissages et puis après, en aval, suite à la sortie, on va exploiter les situations vécues pour y inscrire des apprentissages très spécifiques qui sont dans les programmes de l'école maternelle. L'école maternelle a des programmes comme le cycle 2, donc CP, CE1, CE2 et le cycle 3, CM1, CM2, 6e, avec un certain nombre de compétences à développer. Et ça n'est pas parce qu'on est auprès du jeune public qu'on est plus dans quelque chose de, on va dire, de plus ludique. L'aspect ludique, c'est une entrée, mais dans les apprentissages. Donc, il y a des attentes très fortes sur le plan des apprentissages, sur le plan des enseignements et sur le plan des compétences à développer dès l'école maternelle. On va avoir une entrée par le jeu. Donc, la dimension ludique, elle est toujours là, mais la visée, l'objectif, c'est toujours d'apprendre des choses, de développer des compétences. Et ça va démarrer très tôt, dès la petite section, dès 3 ans. Voilà. Donc, je rappelle, la sortie à la ferme, elle s'inscrit dans un projet pédagogique global. Donc, ces fameux programmes dont je vous parlais, ils sont en vigueur depuis, on va dire, la rentrée 2021. Il y a toujours des mises à jour. Là, en ce moment, depuis quelques semaines, il y a une mise à jour sur les compétences dans le domaine du langage et des mathématiques. Mais ça, les enseignants ont l'habitude. Et en gros, voilà, globalement, on va toucher plusieurs domaines disciplinaires qui s'appellent dans les programmes explorer le monde. Par exemple, dans ce domaine-là, globalement, ce sont les sciences. On va explorer le monde du vivant, des objets, de la matière. Au niveau du langage, le développement du langage, c'est la grande priorité de l'école maternelle. Donc, on va faire un gros travail sur l'enrichissement du vocabulaire et cette sortie à la ferme, elle va nous permettre de développer le vocabulaire spécifique avec le nom des animaux, le nom des aliments, les différents aspects de la ferme. Voilà, donc c'est un vrai projet qui pourra aussi tourner autour du développement du langage. Vivre ensemble, donc le respect de l'autre, le respect de l'environnement, le respect des règles de vie, le respect des consignes de sécurité, comment identifier les adultes qui interviennent, agir, comprendre à travers des activités, qu'elles soient artistiques ou physiques. Donc, on pourra aussi aborder les activités artistiques, voire même, dans certains cas, l'activité physique, dans le cadre de la sortie école à la ferme. Donc, vous voyez que cette journée, cette demi-journée, cette journée que les classes vont passer va être normalement exploitée à des fins d'apprentissage pour développer un certain nombre de compétences. Voilà. Donc, comment sont rédigés les programmes? Donc, je l'ai évoqué, donc il y a un domaine disciplinaire qui s'appelle explorer le monde.
On demande à ce que les élèves aient l'occasion d'observer la vie animale et végétale. On nous dit, l'enseignant conduit les enfants à observer les différentes manifestations de la vie animale et végétale. Ils découvrent le cycle qui constitue la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la mort, en assurant les soins nécessaires aux élevages et aux plantations dans la classe ou à l'extérieur. Ils identifient, nomment ou regroupent des animaux en fonction de leurs caractéristiques, poils, plumes, écailles, de leur mode de déplacement et de leur milieu de vie. Donc l'idée, c'est derrière de découvrir des cycles comme la naissance, la croissance, les soins, la reproduction, le vieillissement et la mort. Tout ne sera pas fait au cours de cette visite, hein, mais ce sera l'occasion de développer après en classe le cycle de vie. Explorer le monde, toujours observer la vie animale et végétale. Les enfants enrichissent et développent leurs aptitudes sensorielles, s'en servent pour distinguer des réalités différentes selon leurs caractéristiques olfactives, gustatives, tactiles, auditives et visuelles. Chez les plus grands, il s'agit de comparer, classer ou ordonner ces réalités et les décrire grâce au langage et les catégoriser. Donc, si on devait s'interroger sur comment entrer dans les activités, on entre dans les activités par l'aspect sensoriel, par des expériences sensorielles et motrices. C'est très spécifique au milieu de la petite enfance, mais c'est comme ça que l'enfant apprend de son environnement. En gros, l'enfant en bas âge, on le verra tout à l'heure, il est formaté pour apprendre par rapport aux stimulations de son environnement. Et il va entrer dans ces stimulations par tous les sens, par les aspects sensoriels. Voilà. Donc, on cherche chez les plus petits par ces aptitudes sensorielles qui sont très naturelles chez l'enfant. Voilà, ils ont l'habitude de toucher à tout, de tout observer, de tout écouter. Eh bien, on va utiliser cette aptitude naturelle pour entrer dans les activités. Donc, l'odorat, le goût, le toucher, les bruits, les images. Et chez les plus grands, on va entrer dans ce qu'on appelle des activités mathématiques, en fait. Comparer, classer, ordonner, décrire. Voilà. Mais ils ont, de façon très naturelle, ces aptitudes de toucher à tout. On le sait bien. On le sait tellement bien que parfois, ça nous embête même. Mais en fait, c'est une aptitude pour apprendre à découvrir le monde et découvrir l'environnement dans lequel ils sont, et les limites aussi. Les questions de protection du vivant et de son environnement sont abordées dans le cadre d'une découverte des différents milieux par une initiation concrète à une attitude responsable. Donc l'éducation au développement durable, à la sensibilisation à la préservation de l'environnement, elle démarre dès l'école maternelle. Donc, on va vers une première sensibilisation à la protection de l'environnement et au développement durable. Dans le domaine de la matière, donc on est plus sur, on va appeler les aspects techniques, technologiques, mais ça fait partie des programmes de l'école maternelle. Une première appréhension du concept de matière est favorisée par l'action directe sur les matériaux, donc manipuler des matériaux. Dès la petite section, les enfants s'exercent régulièrement à des actions variées, transvasées, malaxées, mélangées, transportées, modelées, taillées, coupées, morcelées, assemblées, transformées. Tout au long du cycle, ils découvrent les effets de leurs actions. Ils utilisent aussi quelques matières ou matériaux naturels comme l'eau, le bois, la terre, le sable, l'air, ou fabriqués par l'homme, le papier, le carton, la semoule, le tissu, bref. Donc, toutes ces aptitudes à travers des verbes d'action, transvaser, malaxer, mélanger, transporter, modeler, couper, morceler, assembler, transformer, voilà, ce sont des façons d'apprendre pour les élèves d'école maternelle en agissant sur l'environnement et sur les matériaux qu'on met à leur disposition. Donc, l'utilisation d'instruments, d'objets variés, d'outils conduit l'enfant à développer une série d'habiletés, à manipuler, à découvrir leurs usages. De la petite à la grande section, les enfants apprennent à relier une action ou le choix d'un outil à l'effet qu'ils veulent obtenir, coller, enfiler, assembler, actionner, boutonner, découper, équilibrer, bref, on peut y associer une multitude de verbes d'action, utiliser des gabarits, manipuler une souris d'ordinateur. Vous voyez, même cet aspect-là, il est relié aux aspects technologiques. Agir sur une tablette numérique, bref. Voilà. Là, on est moins concerné quand on est normalement à l'école à la ferme. Toutes ces actions se complexifient tout au long du cycle pour atteindre l'objectif qui leur est fixé, celui qu'ils se donnent. Les enfants apprennent à intégrer progressivement la chronologie des tâches requises et à ordonner une suite d'actions. En grande section, ils sont capables d'utiliser un mode d'emploi, une fiche de construction illustrée. Voilà, donc vous voyez que même à travers les activités que vous pouvez leur proposer, s'il s'agit de manipuler des moulins pour faire de la farine à partir des grains de blé, eh ben, on est dans cet aspect
technologiques, utiliser du matériel pour transformer la matière. Donc, c'est à travers des actions éminemment modestes, hein. Avoir un bac avec des graines et laisser les enfants manipuler les graines, mettre leurs mains, ressentir ces sensations, avoir quelques gobelets pour pouvoir les transvaser, en fait, ça fait partie des apprentissages. Ils découvrent comment fonctionne la matière. Donc, on a un certain nombre de compétences, comme je vous le disais, à développer et à évaluer en fin de parcours à l'école maternelle. L'enfant devra savoir, en fin d'école maternelle, reconnaître et décrire quelques principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal dans une situation d'observation du réel ou sur des images fixes ou animées, connaître les besoins essentiels de quelques animaux et végétaux, les grandes fonctions du vivant, la nutrition, la reproduction, voilà, situer et nommer les différentes parties du corps humain sur soi ou sur une représentation, connaître et mettre en œuvre quelques règles d'hygiène corporelle et d'une vie saine, choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés, utiliser des objets numériques quand ça s'y prête, prendre en compte les risques de l'environnement familier et proche et commencer à adapter une attitude responsable en matière de respect des lieux et de protection du vivant. Voilà. Donc c'est extrêmement ambitieux, mais les enfants en sont tout à fait capables si effectivement ils sont soumis à des activités et à des enseignements qui vont dans ce sens-là. Alors, les aspects du développement de l'enfant, ça c'est éminemment important parce qu'on ne va pas, sur le plan pédagogique, faire les mêmes choix pédagogiques en fonction du public que l'on accueille. Et ça, c'est plutôt spontané et très naturel. On ne va pas proposer les mêmes activités si on accueille des enfants de CM2 ou si on accueille des enfants de maternelle. La spécificité des enfants de maternelle, comment vous dire, c'est que c'est un public très particulier, en pleine construction, en plein développement, et je pense qu'il faut avoir quelques connaissances sur le développement de l'enfant pour proposer les gestes les plus adaptés. Et peut-être pour mieux comprendre certaines réactions qui peuvent nous surprendre en tant qu'adultes experts, posés, et qu'on pourrait des fois mal interpréter. Je vous donne un exemple, par exemple un enfant qui n'écoute pas, qui touche à tout, on pourrait rapidement en déduire, pardon d'utiliser cette expression, qu'il est mal élevé. C'est pas si simple que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est pas forcément l'aspect éducatif qui entre en jeu, c'est peut-être plus un aspect développemental de l'enfant. Et c'est pas qu'une question de désobéissance aux règles. Voilà. Il faut avoir une analyse beaucoup plus fine et mieux connaître peut-être, mais il se peut que vous soyez très au fait avec ces aspects-là. Et je ne fais que vous conforter dans ce que vous connaissez déjà et j'en serais déjà ravie. Donc, on aborde ces aspects du développement de l'enfant. Une vidéo que je présente quasiment dans toutes mes formations, mais qui nous explique la spécificité du public qu'on va accueillir et surtout ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant entre 0 et 6 ans. Alors j'espère que vous avez accès au son. Pour construire son intelligence, l'être humain qui vient de naître commence par fixer dans les fibres de son cerveau les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie
qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire le ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2 tiers de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent, il devient spécialiste, spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits. En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. À l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Jack Shonkoff de l'Université d'Harvard le confirme. Advances in neuroscience, molecular biology, and genomics have a very simple message. That message is that early experience literally is built into our bodies, for better or for worse. Surveillons donc nos habitudes, car elles structurent directement le cerveau de l'enfant. Tout cela pour dire que le cerveau se nourrit de nous et du monde. Alors offrons-le lui et offrons-lui le meilleur. Voilà. Petite capsule vidéo simplement pour illustrer ce que les résultats de la recherche en sciences cognitives ont découvert sur le développement de l'enfant. Qu'ont-ils découvert ? Ils ont découvert que la période 0-6 ans, c'est une période éminemment importante dans le développement de l'enfant. On est dans ce qu'on appelle une fenêtre de plasticité cérébrale, c'est-à-dire une période où le cerveau de l'enfant est particulièrement sensible aux stimulations de l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'après 6 ans, ils perdent cette capacité, mais que les apprentissages vont être plus coûteux, c'est-à-dire que ça va, sur le plan cognitif, au niveau du cerveau, ça va être plus laborieux, ça va demander plus d'énergie, certains apprentissages qui se font de façon très naturelle entre 0 et 6 ans. Donc ça, sur le plan des sciences de l'éducation, on mesure l'importance de cette période-là, c'est-à-dire le passage à l'école maternelle. Entre autres, il y a les 1000 premiers jours, 0-3 ans, l'enfant est dans son environnement familial. Et après, 3 à 6 ans, il est à l'école. Donc, vous comprenez pourquoi on a une loi maintenant sur l'instruction obligatoire dès 3 ans, parce qu'on réalise que c'est une période éminemment importante pour les apprentissages. Donc, en ce moment, on met l'accent sur la formation des enseignants de maternelle qui faisaient déjà un travail formidable jusque-là, pour les sensibiliser sur l'intérêt de beaucoup stimuler les enfants entre 0 et 5-6 ans, parce que c'est une période éminemment importante et qui va être déterminante pour tout le reste de la scolarité et de la vie de l'enfant. Donc, période éminemment importante. Alors qu'on pourrait penser que l'école maternelle, il ne s'y passe pas grand-chose, les enfants ne font que jouer, c'est une petite récréation organisée. C'est une vision un petit peu, on va dire, superficielle de la chose. Tout au contraire, le cerveau de l'enfant, il est formaté pour apprendre, il est formaté pour survivre dans l'environnement dans lequel il est placé.
et il va apprendre de toutes les stimulations et de toutes les occasions et de toutes les expériences qu'il va vivre. Et ça va créer, mais ça c'est vertigineux quand on réalise, des connexions synaptiques dans votre cerveau. Donc je ne sais pas si, dans son cerveau, et dans le nôtre aussi, je ne sais pas si vous réalisez, mais en fait, les expériences que vous allez leur proposer, ça va générer des apprentissages. Ça va générer des apprentissages. Ça va avoir une incidence sur le cerveau de l'enfant, même de façon ponctuelle. Bon, on nous dit que les expériences répétées, c'est ce qui est le plus favorable, mais les enseignants, vous le comprenez, vont travailler avant, après et vont répéter un certain nombre d'apprentissages pour les inscrire durablement dans le cerveau de l'enfant et les inscrire surtout dans la mémoire de l'enfant. Parce que l'idée, c'est de pouvoir les réutiliser après. Donc, période éminemment importante. 1000 premiers jours, il se passe des choses fantastiques. Là, nous n'avons pas la main à l'éducation nationale puisque les enfants ne nous sont pas confiés. Mais attention, c'est une grande période de vulnérabilité aussi. C'est-à-dire qu'il faut voir le cerveau de l'enfant comme un super ordinateur qui apprend de tout, mais très fragile. C'est-à-dire que s'il est dans un environnement favorable avec beaucoup de stimulation, il va apprendre. Mais s'il est dans un environnement défavorable, je caricature, hein, où il vit de la violence physique ou ne serait-ce que de la violence verbale, ça va avoir une incidence négative aussi sur le cerveau. Non pas définitive, ça n'est jamais définitif. C'est-à-dire qu'un enfant qui aurait vécu dans un milieu défavorable et qui est placé après dans un milieu favorable, comme l'école maternelle, c'est-à-dire où on va le stimuler, on va être bienveillant, on va l'accompagner, on va l'encourager, il reprend son développement harmonieux. Donc, je caricature, hein, je vais très vite dans mes explications, mais moralité, les enfants ont beaucoup de chances d'être accueillis à l'école maternelle qui va leur offrir des occasions de grande qualité comme celle, par exemple, de venir visiter une ferme parce que ça va générer un certain nombre d'apprentissages et s'ils sont véritablement bien conduits, ce sera inscrit dans la mémoire de l'enfant et il va construire certains concepts très abstraits comme le cycle de la vie qui même nous échappe, nous, en tant qu'adultes de temps en temps. Donc voilà, cette idée de ne jamais sous-estimer ce qui se passe à l'école maternelle, ne jamais sous-estimer ce qui se passe quand on accueille de jeunes enfants. Voilà, je poursuis, j'espère qu'il n'y a pas de souci de technique, vous m'entendez toujours. Donc, on soutient le développement de l'enfant, on le stimule et on répond aussi à ses besoins. Là, je vais rappeler les besoins de l'enfant. Donc, c'est ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, vous l'avez peut-être déjà vu. Et donc, les besoins de l'enfant sont présentés sous la forme de cette pyramide pour montrer les strates les plus importantes et celles qui alimentent les suivantes. Je vous explique. En bas de la pyramide, il y a les besoins physiologiques. Si on ne répond pas aux besoins du bas de la pyramide, on ne risque pas d'atteindre les besoins, de répondre aux besoins du haut de la pyramide. Donc, nous devons être très sensibles aux besoins élémentaires et physiologiques des jeunes enfants. Donc, par exemple, je vous mets dans ce contexte d'accueil de jeunes enfants dans le cadre de l'école à la ferme. Il va falloir réfléchir et prévoir les aspects liés à l'hygiène. Ils ont des besoins d'hygiène, des besoins d'alimentation. Est-ce qu'on a réfléchi peut-être, mais ça c'est en corrélation avec les enseignants qui sont responsables de la classe. Hein. Est-ce qu'on a prévu un temps de goûter ou pas? On pourra en reparler. Le temps de repos, il faut savoir qu'en fin de matinée, on observe une fatigue cognitive et une baisse attentionnelle des élèves. Ça, vous l'observez facilement. Donc, il y a plus de signes de fatigue en fin de matinée qu'en début de matinée. C'est lié à la fatigue cognitive, donc la fatigue intellectuelle, hein, parce qu'ils ont été beaucoup stimulés, aux besoins de mouvement. Si on ne répond pas aux besoins de mouvement, nos petits-enfants vont vous le faire remarquer. C'est-à-dire penser qu'un enfant de 3, 4, 5 ans est capable de rester assis pendant 6 heures à écouter, c'est une hérésie. Et de toute façon, on ne le fait jamais parce que je peux vous dire qu'au bout de 20 minutes qu'ils commencent à gigoter, ils vous manifestent leur inattention en regardant en l'air ou les lacets du voisin au lieu de vous écouter. Donc, moralité, il faut être très sensible au comportement des enfants qui nous renvoient finalement leurs limites sur le plan des capacités attentionnelles, sur le plan des besoins. Un enfant, ça a besoin de bouger. Ça a besoin de bouger, c'est un besoin physiologique. Si on n'y répond pas, c'est-à-dire si on leur demande d'être statique pendant 6 heures, je vous rassure, ça n'arrive jamais, ce serait presque de la violence éducative en fait. Donc parce que le mouvement, c'est un besoin physiologique, il est en pleine maturation de son système nerveux et comment son système nerveux est en train de se mettre en place? C'est par le mouvement, par le mouvement.
Donc, réfléchir à quel moment on leur demande de s'asseoir et d'écouter, combien de temps surtout, quelles sont les limites, et à quel moment on se dit, on passe à autre chose, et là, on va pouvoir aller un petit peu se promener. Voilà, rien que le fait de marcher, ça répond aux besoins de mouvement. Besoins de sécurité. Donc, vous avez vu, il y a les besoins d'hygiène, d'alimentation, de sommeil. Les besoins de sécurité, on pense tout de suite à la sécurité physique. Évidemment, quand on accueille des jeunes enfants, l'idée, c'est de ne pas les mettre en danger. Donc, on va donner très rapidement des consignes de sécurité qui sont valables pour les enfants, elles devront être entendues, et qui seront répétées, relayées par les adultes qui veilleront à ce que ces règles de sécurité soient bien respectées. Dans le cadre d'une sortie école à la ferme, donc je rappelle, le responsable de la classe, c'est toujours l'enseignant. Il reste responsable de ses élèves à tout moment. Même par exemple, lorsqu'il confie, on va dire, un groupe à des parents d'élèves, il reste responsable de sa classe. Donc, il doit toujours veiller à ce que les consignes de sécurité soient relayées. Donc ça, il s'en assure. Et on exerce évidemment ce qu'on appelle une surveillance active et pas passive dans ce cadre-là, puisque c'est un environnement particulièrement nouveau. Donc, on n'a pas l'habitude de venir dans cet endroit. On découvre certains aspects qu'on n'avait peut-être pas pu anticiper. Donc, les enseignants ou les responsables de la classe, donc l'enseignant et les parents d'élèves qui relayent les consignes de sécurité, exercent évidemment une surveillance active et pas passive. Donc, on parle de la sécurité physique, mais il faut aussi penser à la sécurité affective. Et ça, on en parle très peu. Mais les enfants ont besoin d'être rassurés sur le plan affectif. Donc, le geste professionnel attendu, c'est une extrême bienveillance. C'est-à-dire que si on fait preuve d'autoritarisme, alors ça ne veut pas dire qu'il faut être laxiste. La bienveillance, ça passe aussi par le cadre, les règles et l'exigence. Mais si on exerce, on va dire, un autoritarisme exacerbé en manifestant même verbalement de la violence verbale, on sait que c'est contre-productif. Parce que l'enfant ne se sentira pas en sécurité affective et il n'entrera pas dans les apprentissages. Donc, il faut trouver le juste milieu et les gestes professionnels adaptés pour veiller à ce que les élèves respectent les règles de sécurité. Il y a un cadre, il y a des règles à respecter, tout en manifestant une certaine bienveillance et en donnant confiance aux capacités de l'enfant pour apprendre et pour respecter un certain nombre de règles. Voilà. Ce sont des gestes professionnels très spécifiques, mais qui ne sont pas exigés uniquement à l'école maternelle. Donc, bienveillance et exigence. Le besoin d'appartenance à un groupe, je n'entre pas dans les détails. Le besoin d'estime de soi. L'enfant doit avoir confiance en ses capacités de réussite. Donc, on va valoriser les réussites plutôt que de passer son temps à pointer du doigt ce qui ne va pas. Et on va gérer un groupe. Pas facile, 25 enfants entre 3 et 5 ans, c'est un vrai métier. Mais en même temps, s'il y a des besoins individuels, on va y être très sensible aussi. Et le besoin d'accomplissement. Les enfants ont besoin d'apprendre, ils ont besoin d'être en activité, ils ont besoin d'explorer, ils ont besoin d'interagir avec l'environnement, et on va effectivement proposer des activités variées et de qualité. Voilà. Donc, une petite sensibilisation sur les besoins des jeunes enfants, mais c'est valable à l'école comme à la maison. C'est exactement pareil. Les besoins ne changent pas d'un contexte à l'autre. Et donc, on va être très sensible à ces différentes strates, mais les besoins physiologiques, on ne peut pas s'en extraire. C'est-à-dire qu'un enfant qui a envie de faire pipi, il ne va pas adhérer à vos propositions. J'ai envie de vous dire, les adultes en formation, c'est pareil. Donc, si on manque de sommeil, si on est perturbé par des besoins physiologiques auxquels on n'a pas répondu, on va avoir beaucoup de soucis pour entrer dans des situations, des activités. Donc, il faut absolument réfléchir à la façon dont nous répondons aux besoins des jeunes enfants. Alors, on peut s'interroger sur, mais pourquoi ces enfants-là, ces petits êtres en devenir, qu'ils sont déjà, ce pas des êtres en devenir, ce sont des êtres humains en plein développement, pourquoi ils sont si créatifs, ça, c'est fantastique, et pourquoi ils sont si imprévisibles? Pourquoi ils ne se comportent pas comme des adultes ou comme alors je ne vais pas dire des adolescents parce que c'est une période de la vie très particulière aussi,
mais comme on va dire, des élèves parfaits. Donc, dans notre tête, c'est quoi l'élève parfait? C'est celui qui ne parle pas, qui s'assoit, qui écoute, qui ne bouge pas trop, qui n'intervient pas trop parce qu'il ne faut pas trop déranger l'adulte qui intervient. Mais en fait, ce modèle-là, c'est un modèle qui n'existe pas. Et s'il n'y avait que des enfants comme ça nous inquiéterait vivement. Parce que finalement, ces élèves-là ont aussi, ces élèves-là qui veulent absolument coller au modèle scolaire, ce sont des élèves extrêmement anxieux. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une sorte de pression scolaire qui s'exerce sur eux. Et ils veulent absolument bien faire. Ils ne veulent pas parler parce qu'ils ont peur de faire une erreur. Ils ne veulent pas trop bouger parce qu'ils ont peur de ne pas être remarqués. Donc, moralité, cet élève idéal-là, il faut absolument renoncer à ce schéma-là parce que ça manifesterait aussi un signe de mal-être. Mais donc, pourquoi ces enfants touchent à tout, sont imprévisibles, m'interrompent, interrompent l'adulte, ils ont envie de faire pipi, hop, ils ne se posent pas de questions, ils baissent leurs pantalons au moment où ils ont envie de faire pipi. Donc, pourquoi il n'y a pas tout ce comportement qu'on attribuerait plutôt à des adultes? Donc, pourquoi fonctionnent-ils comme ça, ces enfants en bas âge? Alors, petite capsule vidéo peut-être pour l'expliquer. Pourquoi les adultes doivent souvent répéter les mêmes consignes aux enfants et leur expliquer en détail ce qu'ils doivent faire? Pour être en mesure de contrôler leurs pensées et leurs actions, les enfants ont besoin de développer 4 fonctions importantes. Ces fonctions jouent un peu le rôle de tour de contrôle des pensées et des actions. Elles sont gérées par la partie préfrontale du cerveau qui se développe progressivement jusqu'à l'âge adulte. La mémoire permet de se rappeler les informations et les consignes. L'autocontrôle contribue à freiner et à retenir volontairement les émotions et les réactions. La planification aide à prévoir les étapes à suivre pour atteindre un objectif. Et enfin, la flexibilité favorise l'adaptation à toutes sortes de nouvelles situations. Au fur et à mesure que ces fonctions se développent, les enfants peuvent faire des apprentissages de plus en plus complexes. En attendant, il est normal que les adultes compensent pour ce que les enfants ne sont pas encore capables de faire. L'enfant n'est pas réfractaire aux consignes. Son cerveau n'est tout simplement pas assez mature. Avec calme et patience, l'adulte répète donc les consignes à l'enfant, clarifie les étapes à suivre pour effectuer une tâche, l'aide à contrôler ses réactions et à s'adapter aux nouvelles situations. L'enfant pourra alors peu à peu développer sa mémoire, apprendre à s'autocontrôler, à s'adapter et planifier ses activités préférées. Voilà. Donc, pourquoi les enfants en bas âge se comportent-ils comme ça? Pourquoi sont-ils aussi déroutants? C'est lié à l'immaturité cérébrale. Alors, il faut savoir que la maturité cérébrale, elle interviendrait autour de 25 ans, entre 25 et 30 ans. Donc, avant 25 ou 30 ans, le cerveau de l'être humain est immature et il est en plein développement. Donc, il n'y a pas lieu de se dire qu'à 5-6 ans, il devrait savoir quoi faire et être un mini-adulte. Ça, c'est une vision totalement dépassée. Le cerveau humain n'est mature qu'entre 25 et 30 ans. Avant, il est en plein développement. Donc, auprès de notre jeune public, on est face à des petits êtres humains, donc, je rappelle, dont le cerveau est immature. Mais il est immature, mais c'est un super ordinateur qui peut apprendre. Donc, ce n'est pas parce qu'il est immature qu'il faut sous-estimer les capacités d'apprentissage des jeunes enfants. Donc, capable d'apprendre de beaucoup de choses, énormément de choses en très peu de temps, mais immature. Donc, il a besoin de l'étayage de l'adulte pour pallier certaines fonctions, qu'on va appeler les fonctions exécutives, pour pallier certaines fonctions qui sont encore immatures chez le jeune enfant. Donc, ces fonctions, je ne rentre pas dans les détails, hein, mais par exemple, la mémoire de travail, cette fonction exécutive de haut niveau, elle est immature, et ben, on va devoir répéter les consignes. Et donc, si on répète 20 fois, on se dit, mais punaise, je suis obligée de répéter 4 fois
pour qu'il s'exécute. C'est lié à l'immaturité cérébrale et c'est normal de répéter. Donc, c'est même un geste professionnel de haut niveau, c'est de répéter les consignes plusieurs fois. Planification, c'est-à-dire qu'il faut expliquer les choses étape par étape. Cette fonction exécutive de planification, elle est immature chez le jeune enfant. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable lui-même de se dire « Ah bah tiens, pour atteindre un objectif, il faut que je fasse d'abord ça, puis ça, puis ça ». Donc, c'est l'enseignant qui va dire « D'abord, tu vas aller prendre ton pot de crayon, puis tu vas l'apporter jusqu'à ta table, tu vas l'utiliser, puis après, tu iras le ranger soigneusement. » Mais en fait, les enseignantes d'école maternelle, elles détaillent toutes les étapes d'une tâche. Et elles ont tellement l'habitude de le faire qu'elles le font à la maison aussi. Et donc, les conjoints n'en peuvent plus. Mais c'est une déformation professionnelle. Le contrôle inhibiteur, c'est-à-dire que l'enfant va être très spontané. Il n'aura pas ce qu'on appelle cette capacité d'inhibition, c'est-à-dire ne pas dire spontanément des gros mots, surtout s'il les a entendus. Donc, il va répéter ce qu'il a entendu. Un adulte se dirait, tiens, ce registre de langue-là, je ne vais pas l'utiliser à ce moment-là. L'enfant, lui, ne se pose pas de cette question, il est spontané, il n'a pas cette capacité d'inhibition et il va dire ce qu'il pense au moment où il le pense. Alors, quand on a une carrière à l'école maternelle, je peux vous dire qu'on a entendu des choses qui nous ont bien déroutés. Mais il va dire ce qu'il pense au moment où il le pense. Il va faire ce qu'il a envie au moment où il en a envie. C'est-à-dire sans se poser la question de savoir si c'est socialement correct. Voilà, l'inhibition aussi des émotions, je n'entre pas dans les détails, mais quand il va être content, l'enfant, il va être très content. Il va le manifester par des cris de joie parce qu'il veut partager cette émotion qui est plutôt agréable. Quand il est en colère, il va être très en colère parce qu'il a envie d'attirer l'attention d'un adulte sur sa frustration. Donc, en fait, c'est lié à l'immaturité cérébrale qu'ils font que ce ne sont pas des enfants mal élevés, mais ce sont des enfants qui vont manifester leurs émotions de manière excessive parce qu'ils n'ont pas encore toutes les fonctions qui sont en place pour les réguler. J'ai envie de vous dire, je connais quelques adultes qui n'ont pas encore les fonctions en place pour les réguler non plus. Mais en fait, c'est très spécifique du jeune public. Voilà, la flexibilité mentale, c'est-à-dire que certains élèves vont répéter des tâches sans même se rendre compte qu'ils pourraient passer à autre chose. C'est lié à l'immaturité cérébrale. Ou bien ils vont passer, ils vont avoir du mal à se concentrer sur une tâche et ils vont changer de tâche toutes les 2 minutes aussi. Bref. Et les capacités attentionnelles, ça c'est ce qui va nous alerter le plus. C'est-à-dire qu'on va faire une présentation à l'oral, par exemple, devant un groupe d'enfants, et au bout de 5 minutes, on voit que leur attention, ça se voit à comment on voit l'attention des élèves à leur regard. S'ils ne vous regardent plus, c'est déjà qu'ils ne sont plus dans une attention partagée, c'est-à-dire qu'ils ne partagent plus l'attention avec vous. Et nos enfants en bas âge sont très sensibles aux distracteurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent être distraits par les nouveaux lacets de la copine, par un geste du copain, par un bruit qu'ils entendent à l'arrière, c'est-à-dire qu'ils vont se retourner. Et quand on accueille des enfants en bas âge à la ferme, il n'y a que des distracteurs. Tous les bruits de la ferme, toute la vie de la ferme, c'est un environnement où il y a énormément de distracteurs et c'est tout à fait normal. Hein. Donc, ils vont être sensibles au bruit, aux odeurs, aux sens, ils vont vouloir toucher à tout. C'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, si on souhaite, par exemple, leur parler et leur transmettre des consignes pendant un temps très court, déjà temps très court, leur capacité attentionnelle extrêmement limitée, hein, je veux dire, c'est 10 minutes pour des élèves de 3 ans, 20 minutes maximum pour des élèves de 5 ans. Hein. Donc, temps très court, dans un environnement, peut-être dans un environnement un tout petit peu moins bruyant que l'environnement global. Il va falloir les asseoir de manière à ce que leur regard soit orienté vers vous et que les consignes soient données dans un temps très court. Hein. Donc voilà, et qu'on va vite passer à l'action, vite passer aux activités, aux expériences sensorimotrices, parce que ce n'est pas la peine de leur parler pendant 45 minutes, où on a des fois l'illusion qu'ils nous écoutent, mais en fait, si on regarde bien les élèves, il y en a 3 qui vous écoutent sur 25. Et ça, les enseignants de maternelle sont très sensibles à ça et sont très sensibles aux capacités attentionnelles des élèves. Donc, s'ils ne vous écoutent pas, pendant 20 minutes, ce n'est pas parce qu'ils sont mal élevés ou qu'ils sont inattentifs ou qu'ils ont des grands problèmes de concentration, c'est lié à leur immaturité cérébrale et à leur capacité attentionnelle qui sont encore immatures et qui sont très limitées. Mais ça, vous le voyez, hein. Voilà, sans avoir de connaissances en sciences cognitives, j'ai envie de vous dire, on le voit tout de suite quand on a l'habitude d'accueillir du jeune public. Et voire même, instinctivement, on va adapter nos gestes
de manière à répondre à ce besoin. C'est-à-dire qu'on va pas parler pendant 45 minutes parce qu'on sait qu'ils ne vont pas nous écouter. Donc, comment ils entrent dans les apprentissages, hein? Comment ils entrent dans les apprentissages? Comme les jeunes enfants, de manière très spécifique. On va illustrer ça. Voilà, elle s'arrête un peu brutalement, cette capsule vidéo. Donc, vous l'avez compris, il faut créer des situations et des expériences. Ils doivent vivre des expériences. Une entrée possible, ce sont les verbes d'action, donc manipuler, classer, observer. Voilà, ce sont des verbes d'action pour faciliter l'action des élèves. Donc, ils vont apprendre non pas de façon passive, mais de façon active en agissant sur le monde, sur les objets qu'on lui soumet. Voilà. J'avance. Je tente d'échapper à cette vidéo. Voilà. Donc, s'il fallait retenir quelque chose, mais je pense que vous avez déjà l'habitude, des discours limités dans le temps, très simples, très précis, avec quelques répétitions, dans une ambiance relativement calme. Quand on souhaite leur parler, il faut créer les conditions de l'attention. C'est difficile dans une ferme, mais il y a des endroits qui s'y prêtent mieux que d'autres. Voilà. Chercher à établir des contacts visuels avec les enfants de manière à capter leur attention. Être dans une attention partagée, on nous dit aussi. Imaginons que vous demandez l'attention de votre public, mais que vous, pendant que vous leur parlez au même moment, vous répondiez au téléphone, vous répondiez aux sollicitations de quelqu'un dans votre dos, que vous partiez vous occuper de 2-3 animaux, puis que vous reveniez, on va dire que finalement l'attention n'est plus partagée. Donc, ils ont besoin que vous soyez attentifs à eux pour qu'eux puissent être attentifs à vous aussi. Mais dans un temps très court. Voilà, donc des consignes simples, précises, permettent de les mettre en activité sans qu'on perde trop de temps avec des enfants qui ne vous écoutent plus finalement. Créer des effets de surprise. Alors ça, on sait que ça marche. C'est un principe qu'on appelle le réseau d'alerte. Je ne rentre pas dans les détails. C'est-à-dire qu'on va actionner l'effet de surprise, on sait que ça a une incidence sur l'attention des jeunes enfants. Vous en doutez bien, à l'école, on dit qu'on a un objet caché dans un sac et tout à coup, on le sort. On active le réseau d'alerte et là, comme par hasard, vous avez 25 élèves qui vous regardent avec des yeux ébahis parce qu'ils sont attentifs à ce qui va se passer. Donc, les effets de surprise, les boîtes au trésor, des choses comme ça, on sait que ça favorise l'attention des élèves. Avoir une approche plurimodale ou multimodale, je perds ma voix à chaque fois, rassurez-vous, elle va tenir le coup. Elle va tenir le coup. Donc, avoir une approche multimodale, c'est-à-dire dire des choses à l'oral, que les enfants entendent des choses et qu'en même temps, ils voient des choses et qu'en même temps, ils puissent toucher des choses, on sait que c'est l'approche la plus efficace dans les apprentissages. Donc, s'ils peuvent entendre un discours, plus des images qui l'illustrent, et encore toucher des éléments en lien avec cet apprentissage, c'est la façon la plus efficace d'inscrire durablement les apprentissages dans le cerveau de l'enfant. Donc, évidemment qu'il va falloir favoriser la manipulation des élèves, donc une entrée par l'action et pas par la passivité. Varier les activités, on va dire toutes les 20 à 30 minutes, c'est un rythme, c'est une dynamique. Mais parfois, quand l'activité elle est particulièrement passionnante et qu'elle a été bien pensée, il y a des élèves qui sont capables de rester 45 minutes sur l'activité parce qu'ils éprouvent tellement de plaisir que du coup, leur capacité attentionnelle, on est sur des aspects qui sont liés à la motivation, ils éprouvent tellement de plaisir, ça répond tellement à leurs besoins
qu'ils sont capables de rester centrés 1 heure sur certaines activités. Mais là, ça veut dire véritablement que vous avez tapé dans le mille. D'accord? Prévoir des temps de transition. N'oubliez pas qu'ils ont besoin de bouger. Donc, après une activité plutôt statique, de 20 à 30 minutes, il faudrait un temps de transition un peu plus dynamique. Par exemple, des déplacements. On était dans un endroit, dans un hangar, dans une salle, et on se déplace et on part à l'autre bout de la ferme, eh ben, ça répond à un besoin de bouger. Donc, ces activités de transition avec des déplacements, c'est éminemment important et ça répond aux besoins des enfants. Si des enfants ne sont plus concentrés et manifestent leur mécontentement, il est préférable d'arrêter l'activité et d'y revenir plus tard si nécessaire. Donc, être aussi sensible aux comportements et réactions des élèves. Voilà. Quel type d'activité? Parce que là, on tourne autour du sujet, mais il faut des apprentissages bien pensés et organisés. Donc, on a plein de questions. Quels apprentissages? Quelle organisation pédagogique? Avec quel support? Comment solliciter une participation active des élèves? Quelle durée? Vous comprenez qu'on y a déjà un petit peu répondu. Et avec quel encadrement? Voilà. Donc, je vous rappelle, les apprentissages, ce sont ceux des programmes. Il n'y a pas lieu d'en chercher d'autres. Si on développe les apprentissages qui sont dans les programmes, c'est déjà énorme. On aura même du mal à tout aborder, donc il n'y a pas lieu d'aller en chercher d'autres. Je les ai largement évoqués. En classe, on sait que les enseignants vont préparer la sortie, voire même vont amorcer le début des apprentissages à travers, par exemple, des activités de classification des animaux qu'ils verront à la ferme. On l'a vu à travers, par exemple, leur peau ou bien voilà, leur pelage ou la façon dont ils se présentent, à travers, par exemple, des activités liées à l'alimentation. Que mangent-ils? Vous voyez, on peut déjà amorcer des apprentissages en classe ou vous pouvez proposer aussi ce type d'activité-là. Alors, ce serait dommage de faire des activités de ce type-là à la ferme. Maintenant, on peut le faire si véritablement on ne peut pas, tous les enfants ne peuvent pas être mobilisés autour des animaux ou de l'exploitation ou des végétaux que vous souhaitez leur proposer. Ce serait dommage de faire ça parce que ça peut très bien être fait en classe, mais vous pouvez aussi vous en inspirer si vous voulez un atelier très spécifique dans une salle dédiée. Mais l'idée, quand on accueille des enfants à la ferme, c'est d'être au contact avec l'exploitation et les éléments que vous souhaitez leur montrer. Ça, on va dire, c'est plutôt le travail à faire en classe, mais vous pouvez, si à un moment donné, le contexte ne s'y prête pas, pour accueillir les 25 élèves ou les deux fois 25 élèves, des fois on accueille 2 classes, vous pouvez aussi proposer ce genre d'activité, mais l'idée, c'est de les mettre au contact avec l'exploitation un maximum. Et puis, on aura tous ces aspects liés aux caractéristiques du vivant qui vont être exploités en classe aussi. Donc, vous voyez comment les enseignants vont les exploiter. À la ferme, on ne va pas entrer véritablement dans ces apprentissages très complexes comme le cycle de la vie. Ça, ce sera ce qui sera vu en classe avec les enseignants. Mais ils vont vivre des expériences sur lesquelles ensuite on s'appuiera pour développer ces apprentissages très spécifiques. Donc, à la ferme, on est là pour vivre des expériences. Et j'ai presque envie de dire que l'enseignant va prendre des photos, il va laisser les élèves vivre les expériences et à la limite prendra des photos, ça va être son rôle, pour ensuite les réutiliser à travers le vécu de l'enfant, les réutiliser en classe pour conduire des apprentissages plus disciplinaires après. Mais j'ai envie de vous dire, la visite à la ferme, ce n'est pas le moment pour travailler sur tout le cycle de la vie. C'est le moment pour observer les animaux dans leur contexte d'élevage. Quand je dis les animaux, ça peut être les végétaux aussi, dans leur contexte de production, et ensuite exploiter ça pour aborder des notions plus abstraites. Mais ça va être un temps très fort du parcours, un temps très fort du projet, une véritable chance pour les élèves d'être accueillis dans la ferme. Il y a des enfants qui ne visiteront des fermes que dans le contexte scolaire. Ils n'iront jamais avec leur famille le faire comme ça de façon spontanée. Donc, l'école maternelle, et à travers votre action et votre volonté d'accueillir ces élèves-là, vous leur offrez une vraie chance d'avoir un vécu et des expériences très spécifiques. On voit même que les adultes encadrants dans certaines classes, les adultes sont aussi ébahis et aussi impressionnés que les élèves. Donc, des adultes qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les fermes. Ils sont aussi émerveillés de voir la nature et ce qui se passe et comment l'exploitant répond aux besoins de production ou des animaux, bref.
Donc, on voit même dans le regard des adultes cet émerveillement qu'on voit de façon très spontanée dans le regard des élèves. Donc, vous leur offrez une vraie chance de vivre des expériences qui vont avoir une incidence sur les apprentissages. Donc, quelle organisation pédagogique? Une petite vidéo pour illustrer ça. Donc, ce ne sont pas des situations que j'ai vécues, hein, c'est des vidéos d'illustration. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de faire un travail de façon spécifique avec vous pour avoir des vidéos en situation. Quand vous aurez fini, je viendrai vérifier s'il y a la même chose dans chaque bocal, d'accord? Je m'appelle Sarah Chalonde et je suis prestataire de l'école à la ferme. Nous, on fait quasiment toujours des accueils sur une demi-journée. Je fais toujours une première partie jusqu'à la pause de 10 heures qui est plutôt théorique, où on travaille tous ensemble, on fait de l'observation, des jeux, beaucoup de rappels théoriques sur le cycle de la matière organique. Je commence toujours par expliquer le sol qui est très important, comment poussent les plantes, l'apport de fumier, l'eau, vraiment les bases de l'agronomie en fait. Et puis après, on sépare toujours la classe en deux après la pause avec 2 ateliers pour avoir maximum une dizaine d'élèves par atelier, puis pour pouvoir vraiment faire de la pratique. Parce qu'avec 20 enfants, c'est pas possible. Donc, on est toujours 4 accompagnants minimum. Et puis 2 groupes avec 10 élèves, ça fait vraiment une personne pour 5 élèves. Puis c'est là qu'on peut faire des ateliers intéressants. Une piquant, un tout petit peu. Un poignet de paille. Patate, les fleurs de... Là, on est... Voilà, simplement pour illustrer, là on voit qu'on est auprès d'un public déjà lecteur, donc on est plutôt en CPCE1. Mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on voit que la personne qui les accueille a réfléchi à l'organisation pédagogique. Donc elle nous dit un temps en grand groupe où je donne les grandes consignes générales et les aspects qui seront vus. Et après, elle travaille par demi-classe ou un petit groupe de 5 élèves. Donc elle réfléchit finalement à la façon dont elle accueille les groupes et à ce qu'on appelle l'organisation pédagogique, c'est-à-dire pas toujours le groupe classe partout. C'est-à-dire, elle va favoriser la manipulation et on arrive mieux à manipuler autour des objets quand on est en petit groupe qu'en grand groupe, hein, évidemment. Donc, c'était pour illustrer ça. Donc, organisation pédagogique, à un moment, il y aura un temps où on est en grand groupe, le groupe classe, où toute la classe est accueillie. L'avantage, c'est l'encadrement, c'est-à-dire qu'on peut surveiller toute la classe en même temps. Ça pose moins de soucis de surveillance. Tous les adultes sont là, l'enseignant, les parents accompagnateurs. Mais on sait que ça engage tous les élèves de façon limitée. C'est-à-dire que tous les élèves, déjà, ne sont pas attentifs, ça c'est normal, mais c'est pas lié c'est pas de votre faute. Et en plus, ils ne pourront pas tous manipuler en même temps, les 25 en même temps. Donc, il y a des avantages sur le plan de la sécurité et de la surveillance, mais des limites sur le plan pédagogique. En demi-classe, séparer le groupe en 2 ou en petit groupe de 6 à 8 élèves, voilà, des petits ateliers où on sait que là, ils pourront manipuler, on a besoin de moins de matériel, c'est-à-dire qu'avec 5 bocaux, ça suffit, on n'a pas besoin des 25 bocaux d'un coup. Et donc, on a un engagement plus actif de tous les élèves et une capacité attentionnelle favorisée puisqu'ils manipulent. Donc, l'idée, c'est de varier les formes de travail au cours de la journée. Un temps en grand groupe, des temps en demi-classe, des temps en petit groupe en fonction de vos propositions et de votre réflexion surtout. Et je veux dire, les enseignants en classe maternelle fonctionnent exactement de la même façon, hein. Ils savent qu'en grand groupe, capacité attentionnelle limitée, à quel moment on bascule en un travail en petit groupe. Donc voilà, quel support? Qu'est-ce qu'on va leur présenter? Donc, autre vidéo pour illustrer ça. En ce lundi 9 mai 2022, des maternelles, petites, moyennes et grandes sections de l'école Bellevue d'Haguenau troquaient leur salle de classe pour les travées de la ferme laitière Le Gaec des 4 Ponts à Mittelhausen dans le Bas-Rhin. Laure Fritsch, associée de l'exploitation, leur proposait des ateliers pour tenter de comprendre d'où vient le lait. Alors bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce que vous me voyez tous? Oui. Est-ce que vous avez fait bon voyage? Et vous savez où vous êtes? À la ferme. Alors ici, on est à Mittelhausen, le petit point vert. Haguenau, c'est un tout petit peu plus haut. J'avais un peu envie de me lancer là-dedans parce que j'ai remarqué que beaucoup d'enfants n'avaient jamais vu de vache
Et beaucoup d'enseignants étaient à la recherche de visites à l'extérieur et de savoir d'où vient ce qu'on mange. Et c'est quand même quelque chose de très important. Et je pense qu'il faudrait que tous les enfants aient au moins la possibilité de voir d'où vient ce qu'ils ont dans l'assiette. Et aussi d'aller voir et toucher les animaux. On le remarque de plus en plus chez les tout petits. C'est très, très important qu'ils puissent les toucher et les voir. Qu'est-ce qu'on va faire avec des vaches? Elles vont donner du bon lait. On va aller voir tout à l'heure comment elles nous font du bon lait. Formée l'année dernière aux visites pédagogiques Savoir Vert, Laure Fritsch s'est lancée dans le grand bain face à des élèves en janvier 2022. Capable d'adapter ses animations et explications à des enfants scolarisés de la maternelle à la 6e, elle a déjà accueilli 10 classes depuis janvier. Cette semaine, 4 classes sont programmées et une autre la semaine prochaine. Alors, on sert du lait de la ferme avec du chocolat, en général du Nesquik. Chocolat chaud, ça passe toujours un peu mieux chez les enfants que le lait frais cru, qu'on n'a pas le droit de servir cru, qu'on est obligé de faire bouillir avant. Ah, mince. Et ça sent bon. Alors, les ateliers sont différents, les jeux sont adaptés, il y a souvent des petits jeux, on le verra courant de la matinée. Pour les petits, le but, c'est surtout les 5 sens, toucher, regarder, sentir, goûter. Pour les plus grands, on va plus parler sciences, anatomie de la vache, digestion, les plantes, les céréales, et aussi comment on fait la vache pour fabriquer du lait et qu'est-ce qu'on fait avec le lait, donc la transformation laitière, on va l'aborder. Et quand on a encore le temps, en général, en fin de visite, on essaye de fabriquer du beurre. Voilà. Donc là, ce qui était intéressant dans cette vidéo, c'est la façon dont la personne accueille les enfants, les supports qu'elle va leur présenter, peut-être pas adaptés à un jeune public, hein. Cette idée de représenter la ferme sur une carte géographique, mais c'est pas grave, hein. Déjà cet effort d'accueil, de visualisation, de support, il faut déjà saluer cet effort-là, hein. Et ces différents temps, le temps de goûter avant 9h, c'est plutôt préconisé, et cette idée de réflexion autour des activités adaptées au niveau des classes. Donc il y a un vrai travail d'engagement, de réflexion. Bon après, voilà, on peut toujours revenir dessus, mais en tout cas, cette idée de s'adapter au public accueilli, d'avoir réfléchi en amont sur les supports, la visualisation, c'est déjà un effort qu'il faut véritablement saluer. Voilà. Donc vous l'avez compris autour des activités, solliciter une participation active de tous les élèves à travers tous les verbes d'action et cette approche sensorielle, donc les sens en éveil et motrice, l'activité, les actions à faire. Un autre exemple aussi, voilà, d'activité autour de certaines fermes. Elle n'arrête pas de marcher sur les pieds. Nicolas, on arrive dans un espace consacré aux ateliers. Tout à fait. Explique-nous. C'est les ateliers donc l'on propose donc sur le site, les ateliers donc qui sont dédiés donc au public, mais aussi aux établissements tels que les écoles, les centres handicapés, les hôpitaux qui viennent régulièrement nous voir. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ici? Eh ben, on apprend pas mal de petites choses très intéressantes, comme par exemple le premier atelier qui est l'atelier laine, en fin de compte, la laine de nos moutons, en fin de compte, hein, nos moutons que l'on tend une fois par an pour pas qu'ils aient trop chaud, bien sûr. Oui, parce que vous avez des moutons ici. Tout à fait, on a pas mal de moutons ici. Donc, on tond la laine, on la récupère, et une fois qu'on a récupéré cette laine, en fin de compte, on va venir la nettoyer. Oui. Alors, comment on nettoie la laine? Pour nettoyer la laine, on va venir… nettoyer la laine. Ah oui, et comment on fait? On la trempe dans l'eau. Et une fois qu'elle est mouillée, on va venir prendre un petit savon. Et alors, on ne frotte pas pour pas abîmer la fibre, on va juste venir tapoter la laine. Comme ça. Tapoter, comme ça. Et après, on le sait. Et comment on sait si elle est bien lavée? Eh bien, on sent. Et si ça sent bon, c'est qu'elle est bien lavée. Ah oui, ça sent bon. Elle marche sur le Voilà, juste un exemple, une illustration d'activité basée sur de la manipulation, sur une activité sensorielle et motrice en même temps. Voilà, vous pouvez faire preuve d'imagination, mais je suis persuadée que vous avez déjà réfléchi à ces aspects-là. Donc, que les élèves malaxent, touchent, se salissent, c'est même plutôt, comment vous dire, bien parce que ça prouve qu'ils ont manipulé et qu'ils ont interagi avec l'environnement et les matériaux. Donc, quelques exemples d'ateliers pédagogiques. Là, vous avez tout le choix des possibilités, les découvertes sensorielles de la ferme, les animaux de la ferme, aller caresser les animaux quand ça n'est pas dangereux, hein.
Pareil, le monde des abeilles se rapproche, enfin, observer les ruches peut-être, pas s'en approcher non plus, mais observer les ruches, la vache, de l'herbe au beurre, du blé au pain, le potager, observer la croissance de la vie végétale, la lecture de paysages. Ça, c'est intéressant peut-être pour les plus grands, mais on peut amorcer ça. C'est-à-dire que ça peut se faire pratiquement dans toutes les fermes. C'est-à-dire qu'on va leur demander de commencer à dessiner ce qu'ils voient. Alors, ça, c'est pour les plus grands, hein. Les petits ne vont pas pouvoir dessiner ce qu'ils observent, hein. Mais la lecture de paysages pour les plus grands, c'est intéressant. Éducation à l'environnement, le land art, donc faire des œuvres artistiques à partir des matériaux dont on dispose. Voilà, on peut même un peu s'éloigner de l'exploitation si on n'arrive pas à trouver des activités directement en lien avec l'exploitation, hein. Voilà, de la teinture végétale, l'eau de la mare, le papier recyclé, travailler l'argile, la peinture à l'œuvre, bref. Il y a plein d'activités à mettre en place. Là, j'illustre, c'est un grand catalogue. L'idée, c'est que que ce soit le plus en lien, évidemment, avec votre exploitation, mais parfois ça s'y prête, parfois ça s'y prête moins. Mais de réfléchir avec les activités, le monde de la ferme en général et le matériel dont on se dispose, ce que la nature nous offre, l'environnement nous offre, pour exploiter et mettre tout ça au service des apprentissages des élèves. Donc, pour les plus petits, tout ce qui est de l'ordre des bacs sensoriels, de la manipulation, du transvasement, de la classification, tout ça, c'est très intéressant. Il y a des tapis sensoriels, vous pouvez aussi, les chemins sensoriels, si vous le souhaitez, hein, ce ne sont que des exemples, hein. À vous d'aller piocher dans ce qui vous parle, dans ce dont vous avez envie de faire découvrir aux enfants. La saisonnalité, elle peut être exploitée aussi à des fins artistiques. Voilà, par exemple, hein, des chasses au trésor, si on est dans un environnement végétal qui s'y prête. Des jeux symboliques autour de la ferme, des jeux d'appariement, des choses comme ça. Alors ça peut… L'idéal, ce serait de le faire plutôt en classe, hein, et d'être plus en contact avec la ferme. Mais je vous ai dit encore une fois, si tout le monde ne peut pas être autour des animaux, on pourrait avoir des ateliers un peu annexes de cet ordre-là. Des dimensions artistiques, tout ça. Donc, tout ça, ça s'inscrit dans une journée type que vous allez définir, parce qu'une journée type, elle va légèrement différer d'une autre journée dans un autre contexte, dans une autre ferme, et c'est normal. Qu'on n'applique pas tous la même chose, c'est normal, parce qu'on a toutes des contraintes, vous avez tous et toutes des contraintes et des aspects intéressants à développer, et des contraintes aussi qui limitent votre champ des possibilités. Donc, une journée type, c'est l'accueil de la classe, la présentation de l'exploitation, mettre en œuvre des ateliers, les faire tourner et fin de la visite. En gros, c'est ça, hein. Bien réfléchir aux conditions d'accueil. Il y a forcément, je pense, un dispositif beau temps et un dispositif mauvais temps. Parce qu'en cas de beau temps, en cas de mauvais temps, il va falloir peut-être renoncer à certaines activités. Ça, il faut y penser évidemment avant. Mais ça, je crois que vous y avez déjà pensé si vous avez déjà l'habitude d'accueillir des classes. Mais en tout cas, ça nous évite de nous retrouver le jour J avec la moitié des activités qui tombent à l'eau parce qu'elles ont lieu dans un espace qui n'est pas protégé de la pluie, par exemple, hein. Mais ça, je pense que vous y avez déjà pensé, c'est une évidence. Mais avoir l'idée aujourd'hui, c'est le dispositif beau temps et demain, ce sera le dispositif mauvais temps, ça nous rassure, ça nous évite d'être dans l'embarras quand les classes sont déjà là et de devoir y réfléchir quand les classes sont déjà là. Donc, présentation d'exploitation, visite des espaces, explication brève, mais pertinente, participation active des élèves, activité en lien avec l'exploitation et puis départ des classes. Prévoir l'espace et l'installation des élèves ou déposer les sacs, se présenter l'exploitation, quelques informations. Vous pouvez rappeler les consignes de sécurité qui seront aussi relayées par l'enseignante et les parents. C'est bien de les redire parce que c'est souvent les parents qui les respectent le moins, hein. Les élèves, ils sont pas, je veux dire, les parents accompagnateurs sont peut-être pas au courant de ces aspects-là. Donc, mais c'est bien de les redire, présenter les programmes et de la matinée rapidement, et puis la place du goûter. Est-ce qu'il y a un goûter qui est proposé? À quel moment? Le conseil, normalement, c'est toujours en début de matinée. Mais à vous de voir si vous n'avez pas le temps de l'organiser à ce moment-là. Ça peut être fait ponctuellement en milieu de matinée aussi. Donc, présentation de l'exploitation, apporter les éléments en lien avec le projet pédagogique. Normalement, il y a eu un petit contact avec l'enseignante pour définir les aspects qu'elle souhaite développer dans sa classe.
ou elle s'adapte à vos propositions pour qu'elle puisse les orienter après dans le cadre de ses projets. Support visuel, des grands panneaux, c'est mieux que des tout petits panneaux et plutôt à hauteur des enfants. Et favoriser, si possible, donc la manipulation des élèves, de voir les animaux et les toucher quand c'est possible, quand ça n'engendre pas de problème de sécurité, évidemment. Mise en place des ateliers, répartir les élèves en petits groupes sous la surveillance d'un adulte, mais ça, l'enseignant y a songé, surtout si vous avez prévenu qu'il y avait des ateliers, donc il y aura autant d'adultes que de groupes, au moins, à minima. La préparation matérielle, elle a été anticipée, elle est déjà là quand les élèves arrivent. Transmettre les consignes, vous pouvez même faire des petites fiches si nécessaire. Définir la durée et organiser la rotation. Durée, on en a parlé, 20 à 30 minutes. 45 minutes si l'activité est particulièrement passionnante. Et un adulte minimum par groupe, là, il faut assurer une surveillance active. Mais l'enseignant reste responsable de sa classe à tout moment. Donc, lui ou elle est très sensible à ces aspects sécuritaires, ce qui est tout à fait normal. On lui confie notre bien le plus précieux, sont les enfants. En fin de matinée, on sait que les élèves vont commencer à manifester des signes de fatigue. C'est normal. Donc, on ne va pas faire de grandes leçons de théorie et sur des éléments éminemment abstraits entre 11h et 11h30. Ce n'est pas le moment. Ces aspects-là, il vaut mieux les aborder tout de suite à 9h. On est sur un pic attentionnel de la part des élèves. Ils ont besoin de repos. Donc, en fin de matinée, plutôt des repos. Des jeux libres, ça peut être des jeux libres, mais attention à la surveillance. Le jeu libre, c'est fantastique parce que ça répond aux besoins des élèves. Mais attention, ça demande un cadre, c'est-à-dire un espace limité avec des consignes de sécurité, avec du matériel adapté. Donc, ce n'est pas forcément le jeu libre la solution de facilité. Conclure la visite ou bien déjeuner s'il reste la journée. Pourquoi pas leur proposer un petit carnet de visite en guise de souvenir. Ils adorent apporter une trace de leurs apprentissages. À vous de voir si vous en avez la possibilité. Voilà, donc en résumé, on peut regarder une petite journée type. Avec les bottes, on se protège contre les bouches de vache et contre les plantes qui piquent. On va approcher un peu plus des vaches, mais donc maintenant, sans bruit, et même si on voit des cacas, on ne crie pas. D'accord? Alors la vache, elle avale de l'herbe et après, elle la fera remonter. Alors pour le moment, elle les avale. Comment ça s'appelle? On dit qu'elle broute. Vous connaissez ce mot-là? Les vaches broutent. Les marrons, comme ça, on dit que c'est les Normandes. Les Normandes. Et puis, il y a des noires et blanches. Alors, les noires et blanches, ça, elles ont un nom très compliqué. Ça s'appelle des Primolstein. Et alors, ces vaches-là, du coup, qu'est-ce qu'elles ont sur le dos pour se protéger du froid, de la chaleur, de la pluie? Des poils. Ces vaches-là, elles produisent quoi comme nourriture? Du lait, principalement. Et puis aussi un petit peu de viande. Les vaches se protègent des mouches avec leur peau. Oui. En fait, moi, pourquoi ils sortent de lait? Eh bien oui. Pourquoi ils sortent? Eh bien, ils se déplacent, ils se promènent, voilà. Ils se promènent dans du caca. Oui, c'est impressionnant. Hein. Allez, venez. Maxence. Marguerite. Marguerite. Elle s'appelle Marguerite. Vous savez ce que c'est, les céréales? Des graines comme ça, là, des céréales. Et vous allez le mettre dans les seaux, là-bas. Il y a des seaux devant, là-bas. Ah, c'est de l'herbe qui était verte. Elle a séché. Et ça vient du blé, la paille. Eh bien oui, regardez, la paille, c'est plus gros. C'est gros. Alors que ça, c'est plus fin. Il y a aussi 4 vaches qui sont là à votre place. Et pour faire sortir le lait, en fait, nous, on va presser la tétine. Il y a 4 tétines sur la tétine.
Voilà, simplement pour illustrer un petit peu mes propos. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vous offrez une vraie chance aux élèves d'école maternelle et aux autres aussi d'être dans un environnement particulièrement stimulant pour eux, particulièrement stimulant, au contact avec la nature. Aux enfants qui évoluent dans des milieux plutôt urbains, bah, ça va être une des seules sorties dans leur vie au contact avec des exploitations et de manière directe avec la nature. Et c'est éminemment important que l'école et que vous leur offriez cette vraie chance d'être au contact avec la nature. Les recherches en sciences cognitives aussi mesurent l'importance du contact avec la nature sur le développement de l'enfant, sur des aspects physiologiques, on pourra l'aborder tout à l'heure aussi. Le contact avec la ferme, les animaux de la ferme, ça a une incidence sur de nombreux aspects, voire même sur l'immunité. Donc, on est en train de mesurer l'importance du contact avec la nature dans le développement de l'enfant et ça se fait, et le moment le plus privilégié pour le faire, c'est les premières années de la vie, Donc, merci, hein, merci beaucoup d'accepter d'accueillir ce jeune public qui va tirer beaucoup de bénéfices de cette expérience et vous ne mesurez même pas, au-delà des aspects disciplinaires et scolaires, vous ne mesurez même pas ce que vous leur apportez dans leur développement et dans leur vécu et dans leurs expériences qui auront une incidence sur l'ensemble de leur vie, en fait. Donc, merci beaucoup de vous être engagés dans cette mission. Ce n'est pas toujours simple hein, d'accueillir de nombreuses classes, mais en tout cas, soyez convaincus que vous apportez énormément à ce jeune public, d'autant plus si lui-même il est éloigné, si ce public est éloigné des animaux de la ferme et de la ferme en général et des exploitations en général. Voilà. Fin de ma présentation, mais je crois que j'ai un petit peu débordé. Je vous remercie. Merci Patricia, c'était passionnant de nous faire vivre tout cet apport pour les cycles 1, les maternelles. Et les maternelles, c'est un public privilégié en ferme pédagogique, hein. En général, c'est bien 70% des publics scolaires qui sont des maternelles pour la plupart des fermes pédagogiques. Donc c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de monde à cet atelier des cycles 1 au démarrage de ce forum. Donc, on va pouvoir vous laisser un petit peu souffler, Patricia, parce que vraiment, vous nous avez apporté beaucoup de choses. Vous avez vraiment partagé votre expérience. Merci. Donc, on va avoir le dernier petit temps de ce webinaire sur justement place à l'échange, place au débat, à vos expériences, à des points qui peuvent demander des précisions complémentaires. Patricia est là pour y répondre. Et puis, échange entre vous, parce que c'est vous aussi les experts d'animer, de recevoir des maternelles, d'être en relation avec les enseignants, avec leurs parents aussi. Alors justement, j'ai une petite question, Patricia. Donc, on parlait par rapport à les consignes de sécurité, on les précise au début. Et je me disais aussi, parmi les consignes, il y a sans doute aussi des consignes, quel rôle on réserve aux parents accompagnateurs. Des fois, moi, j'ai des réflexions sur, ah ben, on n'a pas su très bien gérer les parents, ou voilà. Quel serait ton conseil? Normalement, alors, bon, il faut se remettre, on se heurte au principe de réalité. Hein, les enseignants, je veux dire, ce métier est un métier très difficile et des fois, ils n'ont pas le temps de faire les choses comme elles devraient être faites, mais ce n'est pas de la mauvaise volonté. Hein, c'est le fait de vouloir être efficace le plus rapidement possible. Mais l'idée, ce serait déjà qu'il y ait une sensibilisation avant le départ pour que les parents connaissent leur mission, notamment la surveillance active des élèves, et comment ils sont censés accompagner et encadrer un petit peu les apprentissages. Des fois, ce temps-là n'a pas lieu en amont, donc il n'est pas vous pourriez relayer quelques consignes sur le rôle des parents et leurs limites aussi, mais de façon extrêmement bienveillante, parce que ce qu'on observe, je vous le rappelle et je l'ai dit, c'est que les parents vont plutôt se conduire des fois comme des élèves supplémentaires, c'est-à-dire être tellement émerveillés par le contexte et les situations que vous leur présentez qu'ils en oublient de surveiller les enfants. Hein. Parce qu'ils sont eux-mêmes pris par les émotions, c'est-à-dire l'émerveillement. Ils vont sortir leur téléphone et partir prendre en photo la ferme, l'exploitation et tout ça, au lieu de surveiller les 4-5 enfants qu'on leur a confiés. C'est typique. Il n'y a pas que la ferme. Vous faites une sortie aux eaux, c'est pareil. À la piscine, c'est pareil. Donc, les parents ont besoin d'être sensibilisés sur leur rôle, les missions et sur les attentes qu'on a vis-à-vis d'eux. Ils ne peuvent pas les deviner.
ils ne peuvent pas deviner l'attente qu'on a en termes de surveillance. Mais ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas de la négligence, c'est qu'ils sont eux-mêmes, et c'est mieux soumis aux mêmes émotions. Et ils vont plutôt se conduire comme des élèves, ou bien, autre phénomène, c'est que quand ils ont leur propre enfant dans la classe, ils risquent aussi de s'occuper exclusivement de leur enfant et de répondre à leurs besoins dans l'interaction avec l'enfant au lieu de surveiller les 4 autres enfants qu'on leur a confiés. Et pareil, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste, on a juste oublié un petit peu les missions qu'on nous a confiées. Mais c'est plus un travail d'explicitation, c'est-à-dire prendre le temps d'expliciter ce qu'on attend d'eux, quelles consignes ils sont censés relayer. Et en cas de gros problème de sécurité, on va dire, il y a un souci dans un atelier avec un élève, l'adulte est censé tout de suite le référer à l'enseignant. C'est-à-dire que c'est l'enseignant qui sanctionne. Hein. Personne d'autre ne sanctionne, ni le fermier, ni le parent. C'est l'enseignant qui décide au vu de la situation si ça doit faire l'objet d'un rappel ou d'une sanction dans les cas les plus extrêmes. Hein. Mais c'est l'enseignant qui est responsable de sa classe. Donc, quand il y a un souci, on en réfère directement à l'enseignant et c'est l'enseignant qui prend les décisions. Mais le rôle des parents, on peut s'interroger, mais c'est plus, voilà, il faut, pour éviter ce genre de dérive, il y a plus un travail d'explicitation à faire en amont. Et si vous sentez que ça n'est pas fait, rappelez le rôle et les missions des parents, c'est-à-dire bien surveiller l'ensemble des enfants qui vous sont confiés, pas un seul enfant, mais tous les enfants. Et puis, profiter de la visite à la ferme, mais ne pas oublier de surveiller les élèves quand même. Voilà, il y a des petits messages que vous pourriez aussi relayer et qui ne sont pas inutiles, qu'on peut faire avec… Tout ça avec bienveillance, on a Voilà. bien entendu. Mais oui, c'est vrai que peut-être qu'à l'avenir, c'est peut-être un petit point qui pouvait paraître un détail avant, mais qui aujourd'hui se fait sentir en fait, de redonner le rôle des parents dans le cadre d'une visite. Voilà, donc vous pouvez ouvrir vos micros, vous pouvez lever la main, vous pouvez mettre une petite question sur l'espace de conversation. Voilà, on est là pour y répondre, profiter vraiment d'échanger, euh, de construire peut-être encore de nouvelles choses, d'avancer dans ces façons d'animer, de réfléchir. Alors, ça va venir. Oui, n'hésitez pas à réactiver votre micro. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé ou bien conforté dans vos pratiques? N'hésitez pas à mutualiser. Alors souvent, c'est difficile la première question. Ou la première réflexion, ça peut être une réflexion aussi. Oui, bien sûr, n'hésitez pas. Hein, ou s'il devait même y avoir des manques ou des besoins, n'hésitez pas à m'en faire part. Je crois qu'il y a Patricia. Hein. Il y a des mains levées. Hein. Oui, bonjour. Alors, Patricia. Permettez-moi de vous dire que vous avez un très joli prénom, en toute objectivité. Peut-être vous présenter, vous dire de quel département vous êtes Alors, moi, je suis de la Corrèze. Très bien, enchantée voilà. Patricia, on vous écoute. Et j'accueille des enfants scolaires, non scolaires, enfin, toutes sortes de publics, ça va de quelques mois jusqu'à 1 an. Voilà. Ah. Voilà. Par rapport aux scolaires, là, tout à l'heure, j'ai vu dans la vidéo comme quoi la ferme avait offert un goûter. Il me semblait, alors, il est resté une époque où le goûter, il me semble, était interdit. Alors, est-ce que c'est revenu ou pas? Est-ce qu'on peut ou pas maintenant Excellente question parce qu'elle interroge encore tout le monde et même les écoles maternelles. Hein, parce que c'est une question centrale, c'est-à-dire qu'il va y avoir des points de crispation autour du goûter à l'école en général. C'est-à-dire qu'on enlève le goûter, vous avez des parents qui sont vent debout, vous laissez le goûter, il y a des parents qui sont vent debout aussi. Alors, les préconisations, et on s'appuie sur les préconisations alors, il faut que je retrouve le nom de l'organisme, qui est, pardon, l'ANSES. Ah oui. Voilà, l'ANSES. Hein. Donc, l'ANSES nous dit que pour lutter, alors l'idée c'était au départ de lutter contre le phénomène d'obésité et de répondre de façon adaptée aux besoins des élèves. Si un enfant est venu à l'école et a pris un petit déjeuner, équilibré, tout ce que vous souhaitez, avant de venir à l'école, il a pris son petit déjeuner, je dis n'importe quoi, à 7h30, il n'y a pas lieu d'avoir une collation à 10h, puisque normalement son apport nutritionnel lui permet de tenir jusqu'à midi.
Donc, voilà les recommandations générales de l'ANSES. Alors, vous avez utilisé le mot interdit, il n'y a aucune interdiction. On va se baser sur des recommandations de l'ANSES, Agence nationale de, je vais dire des bêtises. La santé. La santé, voilà. Donc, ce sont des recommandations. Mais l'ANSES nous dit aussi que d'un enfant à l'autre, les besoins ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont être placés chez la nounou 1 heure avant d'aller à l'école, et cet enfant-là, il aura déjeuné à 6 heures du matin. Ou il y a des enfants qui sont dans des milieux très défavorisés, peu sensibles aux besoins de l'enfant, qui n'auront pas déjeuné, ou avec des gros soucis socio-économiques, on va dire ça, qui n'auront pas déjeuné avant de venir à l'école. Donc, comment on fait pour, d'un côté, lutter contre l'obésité avec des apports nutritionnels qui ne répondraient même pas aux besoins des élèves, avec des goûters, des barres chocolatées hyper caloriques, et de l'autre côté, des enfants qui seraient en besoin nutritionnel. Voilà la recommandation de l'ANSES. L'ANSES nous dit une collation peut être proposée avant 9 heures à l'école aux enfants qui en auraient besoin. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de collation imposée à tous, mais une collation proposée avant 9 heures, l'idéal. Alors, quand je dis avant 9 heures, si c'est à 9h15, il n'y a pas lieu de se rouler par terre. Mais de ne plus aller vers 10h, 10h30 pour ne plus empiéter sur le déjeuner. Et donc, je l'ai vu dans certaines fermes qui proposent une petite tartine tout de suite à l'arrivée. En gros, c'est l'activité d'accueil. Il y a 10 tartines qui leur sont proposées. J'ai même envie de dire, vous pouvez même les associer à la fabrication des tartines. Hein. C'est une activité de manipulation. Mais avant 9 heures et pas imposé. C'est-à-dire que si l'enfant vous dit « j'ai pas faim », on ne lui donne pas. Mais vous, c'est dans un contexte très particulier. En plus, c'est une action ponctuelle. Ils viennent 15 jours. Normalement, les écoles, elles ont nourri cette réflexion-là et elles créent des habitudes. Donc, chez nous, dans certaines circonscriptions, on leur a demandé de renoncer effectivement au goûter de 10 heures qui était une institution à l'école et de plutôt proposer à la demande des familles et de l'enfant un petit goûter avant 9 heures. Mais tous les enfants ne goûtent pas. C'est-à-dire qu'on répond aux besoins spécifiques des enfants. Il y a des enfants qui ont faim, il y a des enfants qui n'ont pas faim. Il faut savoir avoir un cadre collectif, mais répondre aux besoins individuels. C'est plus compliqué de tout le monde goûte, personne goûte. C'est plus subtil. Et pas à 10 heures, plutôt, on va dire avant 9 heures ou avant 9h30. Voilà les recommandations de l'ANSES. C'est-à-dire pas goûter interdit, mais pas de goûter imposé à tous, puisque ça ne répond pas aux besoins de… Mettez-vous à la place des adultes. Moi, quand je suis en formation, c'est comme si j'imposais à mes adultes de bien manger un goûter à 10 heures. Chaque adulte fait ce qu'il veut. Hein. Certains mangent, d'autres prennent du café, d'autres pas. D'autres prennent du thé, d'autres pas. C'est-à-dire qu'il y a des règles collectives, mais il y a aussi des besoins et des sensibilités individuelles. Mais l'ANSES recommande vivement de renoncer au goûter de 10 heures et de plutôt proposer une collation avant 9 heures en fonction des besoins. Voilà les recommandations de l'ANSES. Alors, effectivement, d'un côté, il y a l'ANSES. Il y a un autre côté sur les fermes, c'est tout ce qui va concerner les services vétérinaires. Ah oui. Donc, on a des grandes questions qui arrivent, effectivement, par rapport à la dégustation de lait cru. Oui. Donc, ce n'est sans doute jamais assez répété. On ne peut pas faire déguster de lait cru si on n'a pas des autorisations de patente. Voilà, tout simplement. Hein, De notre côté aussi, hein, même pour les goûters, parce que parfois, dans certains secteurs défavorisés, c'est l'école qui organise le goûter, financé par la commune, et c'est elle qui impose un goûter, un fruit par jour, voilà, qui a la main sur le goûter. Ben, il faut respecter les règles d'hygiène. Hein. Il faut une salle dédiée à la préparation du goûter, pas faire ça entre deux pots de peinture. Il y a certains aliments qui sont plutôt à bannir, comme les crèmes, les mayonnaises, les choses comme ça. Mais même, quand je vous dis mayonnaise, c'est même pour les fêtes scolaires. Hein. Alors, il n'y a pas de, comment dire, de notre côté à l'école, il n'y a pas de consignes drastiques, mais c'est vivement recommandé. Enfin, vivement recommandé, vous l'interprétez comme plutôt interdit. Mais effectivement, du coup, si vous organisez un goûter, vous appliquez les règles d'hygiène élémentaires en bannissant certains aliments. Parce que la prise de risque, elle est trop élevée. Hein. Et quand on accueille du collectif comme ça, avec beaucoup d'individualité, d'allergie alimentaire, là, il faut être extrêmement rigoureux. Si on opte pour la proposition d'un goûter, il faut à ce moment-là être extrêmement rigoureux
sur les règles d'hygiène et l'application du protocole pour des élèves allergiques et tout ça. Donc, c'est une prise de risque, hein. Ça, il faut en être conscient. Donc, c'est le point que je voulais rajouter, c'est toutes les questions d'allergie, donc il faut bien vous renseigner. Certains départements, je lis là, comme dans la Loire, c'est formellement interdit, hein, le lait cru, les œufs crus, dans le cadre de visites scolaires. Oui, Donc, oui. voilà, il y a encore plus de protection sur certains départements. Mais bon, jusqu'à maintenant, en général, la règle, c'est d'avoir une patente pour pouvoir faire déguster. Alors, ce qui est remarqué sur le terrain aussi, c'est que ces temps de goûter souvent n'existent plus. Par contre, c'est l'enseignant qui a dans son sac un paquet de gâteaux ou quelque chose comme ça, qui à un moment donné, peut-être quand ils arrivent du bus, propose à certains effectivement un gâteau parce qu'elle sait qui a besoin de manger un petit quelque chose ou pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui disparaît en général à la dégustation ou le petit goûter. Ou alors, il est prévu, par exemple, avec les centres de loisirs, et c'est le centre de loisirs qui a prévu formellement le goûter qui arrive dans une glacière, etc. Voilà pour les questions de goûter, de dégustation. Je vois d'autres questions. Je souhaite rajouter juste, c'est que effectivement, ça interroge tout le monde, hein, les écoles, les fermes. Ce qu'il faut retenir, c'est que la sécurité prévaut sur le pédagogique. Et ça, je le retiens, quelle que soit l'activité. C'est-à-dire que des fois, c'est extrêmement intéressant sur le plan pédagogique de proposer le fromage au lait cru puisqu'on est dans une bergerie et que voilà, on est en train c'est le principal production d'exploitation. C'est un intérêt pédagogique, mais la sécurité prévaut toujours sur le pédagogique. Donc, s'il y a une prise de risque trop importante, et puis en plus pas conforme à la réglementation, on y renonce, hein. Tant pis, tant pis. On passe à côté de quelque chose, mais la sécurité prévaut toujours sur les aspects pédagogiques. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que les temps de dégustation n'existent pratiquement plus maintenant sur les fermes. Alors, une question plus précise à votre département. Y a-t-il une convention en Moselle entre la DSDEN et le réseau Bienvenue à la ferme ou la Chambre d'agriculture? Il y a de fortes chances, peut-être que Dominique pourrait y répondre. La personne qui s'en occupe, c'est mon collègue conseiller pédagogique départemental pour l'EPS, Guy Châtelain. Je ne veux pas m'avancer, je ne veux pas dire oui ou non et avoir une réponse. Oui, il y a une convention depuis très longtemps entre les deux réseaux, voire même très avancée, hein, je dirais, sur le temps de formation qui a été défini sur 3 ou 4 jours de formation en amont, animé par vos services. Il y a un vrai suivi, il y a un vrai partenariat qui date depuis un certain nombre d'années avec une personne référente sur cet aspect-là. Il y a une communication auprès des écoles. Et le plus, en plus, alors c'est en dehors de la convention avec les services de l'éducation nationale, mais il y a une convention tripartite avec le conseil départemental qui accorde une aide aux enfants qui vont en classe, qui vont dans l'école à la ferme, ce que vous l'appelez comme ça, votre réseau, à hauteur de 7 € par enfant, par sortie, quoi, hein. Donc, c'est sûr que là, c'est un plus, hein, mais bon, ça a été acté depuis de nombreuses années. Après, par rapport à la question du conventionnement, maintenant, je dirais c'est beaucoup de départements ont mis en place des conventions avec les services de l'éducation nationale. Et voilà, on initie ça de plus en plus pour que dans les départements où ça ne s'est pas fait, de reprendre contact avec l'éducation nationale. Alors, il y a des manières de faire ou des façons de faire. Des fois, c'est plus ou moins long, mais globalement, on a des expériences de collègues qui l'ont fait dernièrement et c'est plutôt bien perçu quand on explique bien le réseau, la démarche d'agrément, les activités qui sont mises en place, la formation qui est faite des agriculteurs. Enfin, voilà, c'est plutôt quelque chose de positif et souvent ça aboutit à au moins une reconnaissance jusqu'à un conventionnement dans un deuxième temps si rien n'est encore fait au jour d'aujourd'hui, quoi. Oui, je vois qu'il y a des collègues qui réagissent dans le fil de la discussion en précisant qu'il y avait des conventions dans ce département qui sont mises à jour chaque année. Merci pour vos interventions. Et on revient sur l'idée du goûter un petit verre de lait que je fais bouillir avant, jus de pomme, madeleine enveloppée. Oui, oui. Après, voilà, quand ça s'y prête, on leur propose.
à l'arrivée, un petit goûter, bien réfléchi, bien pensé. Oui. Et le plus sécurisé, c'est pain et confiture. Là, on a moins de risques puisqu'il n'y a pas, c'est pas à base de lait, à base d'œufs. Et voilà, je dirais en termes de sécurité, c'est quelque chose qui peut passer sans qu'il y ait de soucis sanitaires. Et jus de pomme. Et jus de pomme, oui. Alors, voilà. Il y a une question dans le fil de la discussion. Quelle est pour vous la durée idéale pour une sortie Oui, à je la recherchais celle-là. Du cycle 1, les enseignants veulent souvent faire des sorties à la journée pour rentabiliser le coût du transport. Mais est-ce bien pour le rythme de l'enfant qu'ils font encore la sieste à l'école? Alors, très bonne question aussi, elles sont toutes impertinentes. Donc, mieux vaut une demi-journée où il se passe des choses intenses, il se passe beaucoup de choses, qu'une journée à rallonge où finalement on va commencer à sentir la fatigue des enfants. On sait que les pics attentionnels, c'est 9 h du matin. Fatigue ressentie commence à se faire ressentir à 11 h. Il y a la pause déjeuner et les enfants vont être encore fatigués. 13 h, 14 h, 15 h, le pic attentionnel va remonter à partir de 15 h 30, au moment où il faudra partir. Voilà. Donc, si on les accueille la journée, ça peut être possible, mais ça veut dire qu'en début d'après-midi, on va changer de type d'activité et on va voir ce qu'on appelle des activités à faible mobilisation cognitive, avec des choses moins prenantes sur le plan cognitif. Voilà. Plus de la manipulation avec des temps de retour au calme, peut-être des lectures d'histoire, des choses comme ça. C'est possible, ça peut être pensé. La journée peut être pensée. Hein, mais il faut s'adapter aux besoins des enfants et au rythme biologique des enfants. Donc, faire une journée complète alors qu'on sait que l'après-midi, s'il ne se passe pas grand-chose d'intéressant, pourquoi? Voilà, il faut réfléchir à l'intérêt de l'enfant avant. Maintenant, si elle a été pensée pour répondre au rythme biologique de l'enfant et proposer des autres temps un petit peu plus, on va dire, ce qu'on appelle des activités à faible mobilisation cognitive l'après-midi qui ne fatiguent pas les élèves davantage, pourquoi pas? Je peux comprendre cette idée de rentabiliser le bus, hein, mais il faut que tout le monde y trouve son compte. Les enfants d'abord, l'enseignante pour les apprentissages et vous, en termes de conditions d'accueil. Parce que vous mobilisez aussi des personnes toute la journée. Je dirais oui, ce n'est pas une hérésie, mais avec des activités adaptées pour les différents temps de la journée. Et les enfants qui font la sieste, ben, ils vont avoir besoin d'un temps calme. Même si vous ne proposez pas de sieste, eh ben, il va falloir un retour au calme et un temps de repos. Voilà, c'est ce qu'on propose. C'est ce qu'on propose même en classe. Hein. Il y a des enfants de 5 ans qui ont qui sont fatigués l'après-midi. Et alors qu'on ne leur propose plus de façon systématique la sieste. Ça veut dire qu'on sait s'adapter aux besoins des enfants. Donc, mon point de vue, c'est possible, mais avec des activités adaptées toute la journée. Donc, un temps calme, c'est pour une journée, c'est recommandé, ce petit temps calme, et plutôt en début d'après-midi, juste après le repas. Des lectures d'histoire, des choses. Il y a des enfants qui risquent de s'endormir hein, sur le banc, bienvenue dans la vraie vie. Hein, ça veut dire qu'ils vous manifestent le besoin de dormir. Hein. Alors, je ne dis pas de préparer un dortoir, ce n'est pas ce que je dis. Mais un espace plus cosy où on va. J'ai lecture d'histoire, ça peut être l'écoute d'une histoire en lien avec la ferme. Hein, on peut. Ça peut être. Comment dire, qu'est-ce qu'on a, des activités sensorielles aussi, tous les tapis sensoriels, des choses comme ça, mais très calmes, qui aussi peuvent répondre aux besoins de repos. Alors, si ce n'est pas du repos physique, ça peut être du repos cognitif. Il faut que ce soit pensé. Voilà. Penser l'espace, le temps dans l'organisation de la journée. Oui, les enseignants vont mettre par exemple des activités plutôt artistiques l'après-midi. Vous voyez, si on fait du land art, mettez-le plutôt l'après-midi que le matin. Parce que ça mobilise sur le plan cognitif, on est plus sur les aspects créatifs, mais ça mobilise moins d'énergie sur le plan cognitif. Ça ne veut pas dire voilà, des activités artistiques plutôt l'après-midi. J'ai Audrey et Patricia qui ont des questions, donc voilà, je ne sais pas la première. Vas-y Audrey. Bonjour. Bonjour. Audrey, dans Champ d'agriculture du Tarn. Je trouve ça très intéressant de redonner la valeur de ces visites sur un public qui est jeune, parce qu'on a quand même une part non négligeable de producteurs qui, des fois, peut-être ont une petite lassitude par rapport au contenu qu'ils peuvent
donner aux enfants, puisque forcément le message sur des maternelles n'est pas le même que sur des collégiens, par exemple. Donc il peut y avoir parfois, de temps en temps, une petite frustration sur la densité d'informations qui est transmise. Et je trouve ça hyper intéressant de revaloriser ce public-là et de montrer l'intérêt que ça a pour l'enfant à cette phase-là de la vie. Je trouve que ça doit être très stimulant de leur rappeler, quoi. Donc moi, je m'efforcerai de le refaire passer à mon réseau. Voilà, je trouve ça très intéressant comme message à mettre en avant. Merci Audrey pour cette... Il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe à l'école maternelle. On a tendance à le faire, parfois même les enseignants sous-estiment les capacités des jeunes enfants et ce qui s'y passe. Et ce qui se passe à l'école maternelle, mais ce n'est pas de la mauvaise volonté, hein, c'est peut-être un défaut de formation et d'accompagnement. C'est très spécifique, mais on est, je vous dis, les résultats de la recherche en sciences cognitives sont en train de mettre l'accent sur l'école maternelle. Il y a même au niveau national ce qu'on appelle un plan maternel, c'est-à-dire un plan d'action au service de la réussite des élèves. On est même en train de combattre les résultats un peu catastrophiques de la France aux enquêtes internationales, en mettant l'accent sur l'école maternelle, les apprentissages, les expériences précoces. On est sur l'idée des stimulations précoces. On est sur l'idée de cette fenêtre de plasticité cérébrale qui aura une influence sur l'ensemble de la scolarité de l'enfant. Les premières années de la vie sont des années déterminantes pour la suite. Et j'en parlais en aparté avec Marie-Paul et Dominique tout à l'heure. Allez voir sur Arte si vous vous intéressez à ce sujet. Il y a des vidéos en ce moment qui circulent sur l'immunité et comment se développe l'immunité de l'être humain, comment se développe l'immunité de l'être humain. Et on a remarqué aussi qu'il y avait une vague, presque une épidémie d'allergies, d'asthme, d'allergies, de maladies auto-immunes. Il y a des recherches scientifiques internationales qui sont en train d'être faites en ce moment. Il y a les résultats, les chercheurs sont intervenus dans des vidéos qui sont passées dernièrement sur Arte. Et l'immunité se développerait au cours de la petite enfance. De nouveau, petite enfance, 1000 premiers jours, et la façon dont l'enfant a été soumis à des bactéries et virus non pathogènes ou pathogènes. Et on a remarqué, allez voir, c'est extrêmement intéressant, que les enfants qui ont vécu en milieu rural, notamment dans les fermes, donc qui, je vais le dire, hein, qui ont touché du caca de vache et compagnie, présenteraient une meilleure immunité et seraient moins soumis aux allergies, aux crises d'asthme. C'est une enquête internationale, c'est pas des petits, c'est pas une idée reçue et partagée sur Internet, hein. Et donc, ils sont moins soumis aux allergies alimentaires, tout ça. Et la recherche actuelle, vous savez ce que c'est d'aller isoler ces éléments non pathogènes, mais qui contribuent à l'immunité au cours de la petite enfance, d'en faire des sprays et d'aller pulvériser ces éléments sur des nourrissons qui vivent en milieu urbain. Vous voyez où on en est? Bon, bref, ça c'est un peu assez anecdotique. Mais le contact avec la nature, très tôt, a même une incidence sur le développement de l'immunité de l'enfant. Et c'est des recherches scientifiques internationales qui sont en cours là en ce moment. Donc, vivre à la ferme, être en contact avec la ferme, ça a un aspect éminemment important dans le développement de l'enfant, même sur le plan physiologique et sur le plan de l'immunité. Donc, ça va au-delà des aspects pédagogiques et de l'école et de l'éducation nationale. Si on veut avoir une entrée par comment soutenir le développement de l'enfant, vous répondez même à ce besoin-là. Oui, c'est très riche, hein, la ferme, jusqu'à ces odeurs, ces bactéries. Mais ne sous-estimez pas votre action, même si elle paraît, comment dire, extrêmement modeste. Quand on va voir, voilà, il y a 2-3, les enfants manipulent 3-4 graines, caressent 2-3 animaux. Mais en voyant ces actions éminemment modestes, on sous-estime tout ce qu'on apporte sur le plan cognitif et sur le plan développemental aux jeunes enfants. Donc moi, je militerais pour que les enfants y aillent tous les 15 jours, que ce soit régulier cette visite. Mais après, on va se heurter au principe de réalité et à toutes les contraintes budgétaires. Mais déjà, dans un parcours, il faudrait que chaque enfant d'école maternelle ait au moins fait une visite à la ferme au cours de ce cursus, au cours de ces 3 années. Mais on a beaucoup d'écoles qui optent aussi pour l'école dehors, hein. C'est-à-dire que toutes les semaines ou tous les 15 jours, elles partent les classes passer une demi-journée dehors, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Parce qu'on a vu aussi l'incidence du contact avec la nature sur l'immunité, on en revient, sur le développement de l'enfant, sur l'apaisement de la nature apaise les enfants. Ça tombe bien au moment où on a de plus en plus d'enfants qui présentent des difficultés à expression comportementale, c'est-à-dire des problèmes de comportement. La nature a une vertu apaisante très naturelle sur les enfants. Donc,
En gros, c'est une réflexion qui est en cours. Je le disais à Marie-Paul et à Dominique, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes avant-gardiste, enfin avant-gardiste, oui, dans ces propositions. Vous êtes pleinement dans l'actualité qui est en train de réfléchir sur quels sont les besoins des jeunes enfants. Il y a même un rapport national qui a été produit, qui s'appelle le rapport sur les 1000 premiers jours, qui préconise le contact régulier, normalement quotidien avec la nature. Oui, donc on y revient un peu puisque l'interaction entre l'enfant et son environnement, c'était quand même quelque chose qui avait été repéré par alors un psychologue, un philosophe, monsieur Piaget. Piaget, bien sûr. Piaget. Alors, Piaget, en son temps, a fait évoluer la pédagogie, puis la conception du développement de l'enfant. Maintenant, il y a les sciences cognitives qui viennent encore alimenter, voire même parfois, alors je ne veux pas rentrer dans les détails, mais alors contredire certains aspects de Jean Piaget, qui avait aussi peut-être, pardon de dire ça, tendance à sous-estimer les capacités des jeunes enfants. Mais il a beaucoup apporté à la pédagogie, à la psychologie de l'enfant en son époque. Et maintenant, les sciences cognitives, c'est-à-dire les recherches cognitives sur le cerveau, alimentent encore nos connaissances. Donc Piaget a beaucoup apporté, mais ses théories sont un tout petit peu remises en question en ce moment, mais sur certains aspects seulement. Il ne faut pas minimiser ce qu'il a apporté sur la psychologie de l'enfant. Mais les sciences cognitives viennent nous dire que l'enfant apprend même avant la naissance. Donc, ne jamais sous-estimer les compétences des jeunes enfants. Il naît dans un environnement qui va soutenir son développement en le stimulant, ou l'environnement ne le stimulera pas, ou encore pire, l'environnement va nuire à son développement. Ça, c'est le message un peu fataliste. Mais ce que nous dit aussi, c'est quand l'enfant est très tôt, le plus tôt possible, replacé dans un environnement stimulant et bienveillant, il reprend son développement. Donc, moralité, vous comprenez pourquoi on a l'instruction obligatoire dès 3 ans. Ça veut dire que très tôt, on va placer l'enfant dans un environnement stimulant pour soutenir son développement. Et vous y contribuez. À travers votre action, vous contribuez au développement de l'enfant. Voilà. Donc, les sciences cognitives, on est en train d'avancer là en ce moment de façon phénoménale sur la psychologie de l'enfant, le développement de l'enfant, le développement du cerveau de l'enfant. Il y a même les neurosciences affectives, c'est-à-dire les sciences cognitives au service des relations humaines. Qu'est-ce que la relation humaine apporte dans le développement de l'enfant? D'où une posture extrêmement bienveillante. Ce n'est pas de la niaiserie. C'est parce qu'on sait que ça aura une incidence sur le développement de l'enfant. Bienveillance, ça ne veut pas dire laxiste. Et le milieu éducatif participe à ces grandes études? Comment ça… Il est d'abord, alors le rapport sur les 1000 premiers jours, il s'adresse, donc 1000 premiers jours, normalement, ça ne concerne pas l'école puisque c'est la partie 0-3 ans. Ouais. Ces travaux concernent de façon prioritaire les structures d'accueil des jeunes enfants. Hein. C'est fait, ça s'adresse. Et aux familles, il y a un site 1000 premiers jours dédié aux familles. Et il y a en ce moment sur M6 des capsules vidéo, regardez-les bien, 1000 premiers jours. J'ai même entendu sur RTL2 des publicités. C'est-à-dire qu'on veut sensibiliser toutes les familles à cet aspect des 1000 premiers jours du développement de l'enfant parce qu'on sait que ce seront les futurs citoyens et qu'on a découvert tout ce qui se développe au niveau de la petite enfance et qu'il faut absolument protéger les enfants. Donc, protéger les enfants, ça veut dire accompagner les femmes enceintes, accompagner la cellule familiale. Donc, tous les services de la PMI sont en ce moment sur les rangs. Accompagner tous les éducateurs de jeunes enfants qui accueillent dans les structures, les haltes garderies, tout ça. Et accompagner aussi les enseignants qui accueilleront les enfants à partir de 3 ans. Il y a un vrai mouvement national sur la petite enfance parce qu'on mesure, les sciences cognitives mesurent l'importance de cette étape dans le développement des êtres humains et on peut lutter contre des phénomènes sociétaux, hein. Contre le harcèlement scolaire, on va développer l'empathie, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, et on sait que ça se développe au cours de la petite enfance et qu'on ne pourra plus le faire à partir d'un certain âge. Je ne rentre pas dans les détails parce que moi, je pourrais passer des heures là. Hein. On l'entend. Voilà, la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à être sensible à ce que ressent l'autre, ce que pourrait ressentir l'autre. Si je lui donnais un coup de poing, ça se développe au cours de la petite enfance. Et ça ne se développe plus à partir de 15-16 ans si ça n'a pas été fait avant. Donc, on mesure les enjeux de ce qui se trame au cours de la petite enfance et les actions politiques, on va dire nationales,
mettent beaucoup l'accent sur la petite enfance en ce moment. Je vous le répète, il est disponible sur Internet, le rapport des 1000 premiers jours, le site Les 1000 premiers jours, des capsules vidéo qui émanent du ministère, de certains ministères en ce moment sur M6. Ça s'appelle 1000 premiers jours. Et donc, on sensibilise tous les acteurs qui tournent autour de la petite enfance, les familles, les services de la PMI, l'école, voilà, toutes les personnes qui sont susceptibles d'intervenir auprès des jeunes publics. Et comment faire le lien avec justement cette mobilisation et les fermes pédagogiques? Elles y contribuent directement, peut-être pas de façon consciente, de façon inconsciente. Elles contribuent au développement de l'enfant, mais maintenant elles le font de façon consciente en proposant des activités, cet accueil, le contact avec la nature, le contact avec les animaux, des activités de manipulation, cette extrême bienveillance. Même sur une demi-journée, vous avez une action éminemment concrète. On l'a dit dans la vidéo, toutes les actions créent des connexions synaptiques dans le cerveau de l'enfant. Et si après, l'enseignante va les exploiter et répéter les apprentissages, ça s'inscrira de façon durable. Voilà. Et donc, de façon peut-être inconsciente, vous y contribuez. Voilà. D'accord. Je crois que j'ai fait attendre beaucoup Patricia Tronchet. Vous vouliez reprendre la parole? Alors, c'était tout à l'heure par rapport pour rentabiliser le bus. Alors, moi, effectivement, j'accueille des écoles des fois qui veulent effectivement rentabiliser le bus, notamment quand il y a des petites sections, enfin une classe petite section, moyenne section et une autre moyenne section, grande section. Simplement, c'est pour donner l'information aux autres. J'ai la chance d'avoir 2 salles. Donc, les petites sections font la sieste l'après-midi, peuvent faire la sieste l'après-midi chez moi. Et du coup, ça permet aux grandes sections de faire l'activité toute la journée. Je sais que ce n'est pas possible dans toutes les, dans toutes les structures, mais voilà. Et de plus en plus, effectivement, les écoles demandent voir si on peut accueillir 2 classes. Ça, c'est un fait. Oui, après, il faut avoir l'organisation qui va avec. Oui, voilà, il faut avoir les sacs qui correspondent. Mais c'est valable aussi quand on a des bébés relais, enfin, donc les 0,3 là, les MAM. C'est très important pour ceux qui ne l'ont pas, c'est un micro-ondes ou champignon ou des pots à disposition aussi. Quand ils sont tout petits, voilà. Enfin, bon, je trouve que c'est important parce que c'est ce que l'on nous demande de plus en plus maintenant. Enfin, nous, en Corrèze, on est proche de Brie. Département rural, mais attention, les enfants ne sont pas forcément sensibilisés aux animaux. Voilà. Ne sous-estimez pas ce que vous leur apportez. Voilà. Ben, on le voit bien parce qu'on est des fois très surpris par rapport aux enfants, même si c'est d'une petite commune voisine. J'ai eu le cas où les enfants avaient 10 ans et il y en avait qui n'avaient pas vu d'animaux. Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je repars sur 3 heures. Il y a un rapport aussi qui vient de paraître sur le rôle des écrans dans le développement de l'enfant. C'est une grande catastrophe. Tout le temps passé devant un écran, c'est du temps qui est perdu. Ça s'appelle à la recherche du temps perdu. Le rapport, c'est un rapport national. Je ne m'appuie que sur toutes mes références, ce sont que des références institutionnelles. Donc, c'est un rapport national qui a été présenté au président de la République à partir d'une commission, et c'est du temps perdu sur tout le travail, toutes les activités d'exploration de l'environnement, du contact avec la nature, d'aller crapahuter dans les forêts. Donc, vous ne vous rendez même pas compte que ce que vous leur proposez vous permet de gagner, enfin, pas de gagner du temps, mais d'éviter cette perte de temps derrière un écran. Donc, vous recréez, vous luttez contre des phénomènes sociétaux, presque, en recréant du lien avec la nature qui répond véritablement aux besoins des jeunes enfants en plein développement.
Eh bien, Donc voilà, Patricia, vous introduisez parfaitement le webinaire de demain matin, parfait, très, qui très sera bien. la suite sur les cycles 1, je le rappelle, le cycle 1, les maternelles. Et demain matin, aux mêmes horaires, 10-12 heures, on aura une intervention sur plutôt les aspects motricité. Et dans ce cadre-là, on va parler des questions des écrans et je pense que cette étude-là va être évoquée. Merci. Voilà, donc se termine, à moins qu'il y ait une dernière petite question. Après, on est voilà, sur des choses plus individualisées. Donc, merci à tout le monde. Grand merci pour ce travail de partage à Patricia et Dominique. Vraiment, je pense que ça nous rebooste toutes et tous sur le public des maternelles, le rôle que les fermes pédagogiques ont par rapport à ce public qui est en pleine construction, en fait. Exactement. Ne Voilà. sous-estimez pas ce que vous leur apportez. Voilà, c'est le message qu'il faut retenir. Donc, continuez de travailler des offres bien variées, hein, comme on a entendu, avec un contenu bien imaginé et bien dans sa durée, dans ses activités d'expérience. On a entendu le mot expérience aussi, important, qui des fois valorise aussi les parents qui ont envie de vivre la même expérience que leur enfant. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je crois que tout le monde remercie vraiment ce travail d'échange.